Noël est un jeune homme tranchant avec un seul objectif, devenir le Seeker le plus fort du monde, mais il se retrouve coincé avec la classe de soutien la plus faible imaginable, un Talker. L'histoire commence alors que l'Abysse menace de détruire la ville natale de Noël. L'Abysse n'est pas une forêt ordinaire, elle se forme lorsque trop de mana inonde l'air, créant un lien entre le monde humain et le royaume démoniaque, connu sous le nom de Void. A mesure que l'abîme s'approfondit, des créatures plus fortes et plus dangereuses en sortent, et ce soir il a atteint une profondeur de 12, suffisante pour invoquer un monstre mortel appelé le Seigneur. Le grand-père de Noël, Brandon, autrefois le plus fort des chercheurs et connu sous le nom légendaire d'Overdeath, se prépare pour la bataille. Alors que la menace imminente approche, il saisit son ancienne arme, murmurant pour lui-même, surpris de se battre à nouveau après toutes ces années. Il ordonne à Noël de rester dans l'abri, affirmant que de l'aide arrivera bientôt, mais Noël sait mieux que l'aide ne viendra pas. Brandon se prépare à affronter le Lord seul, et Noël réalise que son grand-père prévoit de s'en occuper lui-même. Avec sa confiance légendaire habituelle, Brandon avertit Noël de ne pas douter de lui. Il demande à Noël s'il a oublié qui il est, Overdeath, un nom craint de tous. Il jure de protéger Noël de sa vie, et alors qu'il s'en va, Noël l'appelle. Puis, alors que Brandon se prépare pour le combat, ses pensées se tournent brièvement vers Noël. Il veut lui dire une dernière chose. Les hommes ne doivent jamais laisser quiconque les mépriser, peu importe ce qu'ils affrontent. Pendant ce temps, Noël reste caché dans l'abri, son esprit s'emballe, la terreur lui serre la poitrine, alors que l'angoisse s'installe. Finalement, incapable de rester en place plus longtemps, il sort et trouve Brandon grièvement blessé. Brandon réfléchit à son destin, acceptant que même Overdeath a ses limites. Il dit à Noël que c'est la voie des Seekers. Choisir une vie de combat signifie vivre avec la mort constamment à ses côtés. Malgré ses blessures critiques, Brandon demande à Noël s'il veut toujours devenir un Seeker, connaissant les risques que cela implique. Retenant ses émotions, Noël répond avec détermination, disant à son grand-père qu'il suivra le même chemin. Brandon, bien que fier, insiste sur le fait qu'être un chercheur ne suffit pas. Noël doit devenir le plus fort, il demande à Noël de promettre qu'il le surpassera même. Le cœur lourd, Noël jure qu'il deviendra le plus grand chercheur. Brandon rit doucement, fier de son petit-fils. Il dit à Noël qu'il l'aime, et dans ce dernier moment, Brandon s'éteint, laissant Noël crier de douleur. Cela fait 2 ans depuis cette nuit fatidique, et Noël a tenu sa promesse de devenir un chercheur. Son équipe est maintenant engagée dans une bataille avec une nuée de monstres, et Noël, toujours alerte, aboie des ordres sur la façon de remporter la victoire. Bien qu'il fasse partie de la classe de soutien la plus faible, appelée les parleurs, Noël porte ce titre avec fierté. Puis, après avoir abattu les monstres, l'équipe se met au travail pour les disséquer. Noël explique que bien que les vampires inférieurs ne puissent pas utiliser la magie, leur reine peut engendrer des hordes rapidement, chacune assez forte pour déchiqueter un bœuf. Alors qu'ils planifient leur prochain mouvement, un vampire se jette sur Noël, mais Tanya intervient juste à temps pour le sauver. Le groupe discute de l'idée d'aller directement vers la reine pour arrêter les apparitions sans fin, mais Noël déconseille cela. Il leur rappelle qu'en tant qu'équipe de rang C, ils devraient d'abord se concentrer sur l'élimination des apparitions, ce qui leur donnerait une meilleure chance de victoire. Ses coéquipiers savent à quel point Noël est crucial, car ces améliorations font toute la différence dans leur succès, lui donnant l'autorité de prendre les décisions. Même s'ils sont classés plus bas, ils gèrent cette mission de rang B grâce aux conseils et compétences de Noël. Noël prend un moment pour réfléchir à son rôle. En tant que parleur, son travail est de soutenir son équipe en les renforçant pour améliorer leur capacité de combat. Mais sa propre force au combat n'est pas de quoi se vanter. Il dépend entièrement de ses camarades pour se battre pendant qu'il augmente leur puissance depuis les coulisses. C'est pourquoi les Talkers sont souvent moqués, considérés comme la classe la plus faible. Soudain, la reine vampire frappe depuis l'ombre, libérant un gaz toxique mortel qui se répand instantanément, plongeant l'équipe dans le chaos. Lloyd et Walter réalisent immédiatement qu'ils doivent sauver Noël en premier. Ils savent que sans ces buffs, ils sont condamnés. Tanya se précipite alors pour aider, mais au milieu de la confusion, elle est touchée par la reine. Et maintenant, avec Noël hors de combat, Lloyd et Walter peinent à riposter. Ils sont douloureusement conscients que sans son soutien, ils ne peuvent pas gagner ce combat. L'équipe, désespérée et au bord de la panique, supplie Noël de leur donner des ordres, lui rappelant qu'il est le parleur. La colère monte en Noël alors qu'il réplique, leur disant de ne pas le sous-estimer. D'un geste rapide, il sort son arme, prêt à leur montrer ce qu'un parleur peut faire. Il active sa compétence de tacticien, augmentant les capacités de toute l'équipe de 25% simplement en donnant des ordres. Noël appelle ensuite ses coéquipiers sans cervelle, leur disant d'esquiver une attaque imminente. Il utilise ensuite sa voix de combat, augmentant instantanément le taux de récupération de leur endurance et de leur mana. Noël ordonne à Tanya de lancer une barrière autour des 2 guerriers, les préparant à anéantir la bête. Mais les choses se compliquent rapidement lorsque d'autres monstres apparaissent. Alors que Tanya commence à paniquer, Noël utilise sa compétence de soutien par les pairs pour la calmer, stabilisant son esprit agité. Avec sang-froid, il fixe un minuteur de 74 secondes et déclare qu'il s'occupera des petites créatures pendant que les autres se concentrent sur le corps principal. Noël continue de donner des ordres, guidant chaque mouvement avec une précision chirurgicale, leur disant de préparer leur attaque la plus puissante. Après avoir étourdi tous les petits ennemis, Noël sort son pistolet magique, la seule arme anti-bête sur laquelle un parleur comme lui peut compter.
Il tire une balle de glace, gelant les démons sur place, mais l'un d'eux se libère. Maintenant, Noël n'a plus qu'une balle, avec seulement 43 secondes restantes au chronomètre. Il calcule froidement que la bête restante l'atteindra en 23 secondes, lui laissant juste assez de temps pour instruire l'équipe de frapper le corps principal. Il donne l'ordre juste à temps, juste avant que la bête ne se jette sur lui, et ses coéquipiers lancent enfin leur attaque, portant le coup final. Tanya est choquée qu'ils aient réussi, horrifié en pensant que Noël a été touché. Mais Noël, toujours le tacticien, avait tout planifié, son timing était parfait. Il a esquivé l'attaque juste assez tout en tenant compte du fait que les rejetons perdraient beau leur pouvoir une fois la reine vaincue. La bataille se termine exactement comme il l'avait prédit. Avec la mission bouclée en 74 secondes pile, impressionné mais riant, ses coéquipiers le taquinent pour avoir pris des risques avec son timing serré. L'esprit de Noël dérive vers un souvenir de son grand-père. Enfant, Noël avait été frustré d'être un parleur, souhaitant pouvoir être un guerrier comme son grand-père. Mais son grand-père, toujours rassurant, lui a promis que son talent finirait par briller et qu'il aiderait Noël à devenir le chercheur le plus fort, quelle que soit sa classe. De retour au présent, Noël réaffirme silencieusement son objectif, surpasser son grand-père légendaire, même en tant que parleur, le rôle que Tan considère comme le plus faible. Il commence à expliquer comment Étré, la capitale de l'Empire Veldan, prospère grâce à la synergie de la magie et de la technologie, toutes deux issues de la recherche sur les bêtes qu'ils combattent. La ville dépend des chercheurs pour la protéger de l'abîme, et pour cela, ils sont vénérés comme des héros. Plus tard, lors d'un repas avec son équipe, Noël réfléchit à la façon dont, à seulement 15 ans, il a commencé à chercher des compagnons à Étré, sachant qu'en tant que parleur, il ne pouvait pas se battre seul. Walter, rayonnant de fierté pour leur récompense de 5 millions de filles, parle de leur progrès constant, tandis que Tanya et Lloyd discutent de viser encore plus haut. Noël, quant à lui, pense tranquillement que leur équipe pourrait vraiment avoir besoin d'un éclaireur. Mais pour l'instant, il se concentre sur l'acquisition de plus d'expérience avec son équipe actuelle. La conversation prend une tournure différente lorsqu'un Walter légèrement éméché demande à Noël s'il est contrarié par la récompense. En le taquinant, Walter suggère que Noël se soucie trop de l'argent, disant qu'un chercheur devrait avoir un grand cœur et ne pas se laisser emporter par la cupidité. Les mots de Walter ravivent un autre souvenir chez Noël. Son grand-père lui avait autrefois donné un conseil difficile mais essentiel. Il a dit à Noël que les chercheurs doivent donner la priorité à l'argent, non par cupidité, mais pour acheter le meilleur équipement et les fournitures nécessaires pour survivre. Être traité de cupide ou de méchant n'était pas une insulte, mais plutôt une marque de succès. Son grand-père, connu sous le nom de Overdiff, avait inculqué à Noël une leçon cruciale. Ne jamais laisser les autres te mépriser, peu importe ce qu'ils disent. Revenant au présent, Noël affirme que cela ne le dérange pas, mais Walter continue de le harceler. Cela déclenche un échange animé, avec Noël qui pique Walter pour toujours utiliser son âge comme un insigne d'autorité. Après tout, pour un chercheur, c'est la compétence qui compte. Alors, Noël se moque de Walter pour s'appuyer sur son âge pour bousculer les autres. Walter réplique alors avec colère, accusant Noël de rester en retrait lors des combats, tandis que les autres affrontent le danger. Il lui rappelle qu'il risque sa propre vie pour protéger l'équipe, mais Noël continue de le provoquer. Les choses s'enveniment lorsque Walter menace de mettre fin à la vie de Noël, et Noël, toujours aussi calme, le défie d'essayer. Juste à ce moment-là, Lloyd intervient pour les séparer, leur rappelant qu'ils sont tous du même côté. Il propose de partager leurs récompenses et de conclure la soirée, réussissant à apaiser les tensions. Une fois la mission terminée, l'équipe ne reçoit que 250 000 chacun après avoir payé le clan. Tanya est moins qu'enthousiaste avec le paiement, pensant que c'est des cacahuètes pour le travail qu'ils ont fourni. Lloyd essaie de la calmer, disant que des missions difficiles comme celle-ci ne se présentent pas souvent, et qu'ils gagneront plus à la prochaine, mais Noël intervient, soulignant que contrairement aux clans officiels, ils ne reçoivent. Il leur rappelle que les chercheurs indépendants comme eux n'obtiennent pas souvent ces opportunités, et que c'est bien plus difficile sans le soutien d'un clan. Lloyd donne ensuite à l'équipe une mise à jour sur leurs économies totales, qui s'élèvent à un peu plus de 12 800 000. Sans hésiter, Noël propose d'utiliser cet argent pour former leur propre clan. Mais Lloyd, toujours prudent, avertit Noël que créer un clan signifie débourser 20 millions au pays, bien plus que ce qu'ils ont. Mais Noël, plein de confiance, dit qu'il est prêt à ajouter les 7 200 000 restants de sa propre réserve. Sa détermination est presque exaspérante. Il est convaincu que créer un clan les sortira enfin de ces petits boulots de seconde main et leur permettra de vraiment grandir, même si Lloyd ne cesse de parler du coût exorbitant de la location d'une base dans la capitale, mais Noël dit qu'il a déjà une piste pour un endroit bon marché. Lloyd n'en a pas fini pour autant, il a de sérieux doutes sur leur capacité à gérer un clan, soulignant qu'ils ne sont qu'une jeune équipe inexpérimentée de Rancé. Il est sûr qu'ils ne sont pas prêts pour ce genre de responsabilité. Mais Noël n'est pas d'accord, il renvoie la question à Lloyd, lui demandant quand exactement il pense qu'ils seront prêts. S'ils n'agissent pas maintenant, ils resteront des chercheurs de rang C pour toujours. Noël soutient que la seule façon d'acquérir l'expérience dont ils ont besoin est de diriger le clan, pas en attendant le bon moment. Lloyd est toujours inquiet, disant que sans la confiance du pays, ils n'obtiendront jamais le gros contrat dont ils ont besoin pour réussir. Noël réplique en expliquant que leur jeunesse, leur apparence et leur force sont exactement ce que le pays recherche. Le gouvernement a faim de nouveaux chercheurs et ceux qui réussissent ne sont pas seulement des mercenaires. Ce sont des idoles et des héros. Noël n'a pas fini
et il souligne que leurs compétences et leur image peuvent les aider à décrocher des contrats de sponsoring avec des entreprises, leur offrant ainsi de l'argent et des ressources supplémentaires. Walter est encore choqué par la conversation, il n'arrive pas à comprendre que le fait d'être beau puisse réellement leur valoir un meilleur traitement de la part du pays. Mais Noël reste confiant. Il taquine même Walter en disant que malgré ses défauts, il a le genre de physique qui pourrait améliorer l'image du clan. Walter, d'abord sceptique, finit par se ranger à l'avis de Noël. Fatigué de se débrouiller avec des petits boulots, il accepte le plan de former un clan, admettant que le statut, la célébrité et l'argent sont assez tentants. Il fait même une blague grossière sur l'utilisation de son nouveau statut pour attirer les femmes, ce qui lui vaut une sévère réprimande de Tanya. Avec Walter maintenant à bord, Noël se tourne vers Lloyd attendant son avis en tant que leader, puis Noël lâche une bombe. S'ils ne sont pas d'accord pour former le clan, il est prêt à quitter le groupe et à prendre sa part des économies. La pièce tombe silencieuse alors que Noël leur rappelle son rêve, devenir le plus grand chercheur, surpassant même son grand-père légendaire, le deuxième Lord. Lloyd, pris au dépourvu par la détermination de Noël, réalise que ce n'est pas quelque chose dont Noël se détournera. Après un moment de réflexion, il accepte, reconnaissant qu'ils doivent de toute façon faire face à cette décision tôt ou tard. Tanya, encore incrédule, remet en question la décision de Lloyd, mais il la rassure calmement en lui disant que c'était toujours le chemin qu'ils allaient emprunter. Lloyd suggère de reporter la discussion jusqu'à ce qu'ils se soient reposés et remis de la longue journée et de l'alcool. Le groupe convient de se retrouver dans 2 jours pour finaliser leur plan. Alors que tout le monde s'en va, Tanya s'arrête, semblant vouloir dire quelque chose à Noël, mais tout ce qu'elle finit par dire est un au revoir discret. Le lendemain, Walter se précipite vers Noël paniqué, affirmant que Lloyd et Tanya les ont trahis, les laissant ébranlés et incertains de ce qu'ils doivent faire ensuite. Après avoir lu la lettre, Noël comprend rapidement la situation. Il s'avère que Lloyd a investi tout son argent dans de mauvais placements il y a quelques années, et maintenant il est criblé de dettes. Alors, pour se sortir de ce pétrin, il a détourné les fonds du parti et a quitté la ville avant que quiconque ne s'en aperçoive. Noël trouve tout cela ridiculement amusant, parce que Lloyd, le gars qui agissait toujours de manière si noble et chevaleresque, a fait le coup le plus sournois possible. Mais à série, Noël va droit au but et demande à Walter quand et où il a trouvé la lettre. Walter explique qu'il a entendu parler d'un super boulot la nuit dernière, alors il s'est rendu dans la chambre de Lloyd dès le matin pour partager la nouvelle. Mais quand il est arrivé, Lloyd était déjà parti. C'est à ce moment-là que l'aubergiste a remis la lettre. Selon l'aubergiste, Lloyd et Tanya ont quitté l'auberge vers 20 h la nuit précédente, juste avant la fermeture des portes de la ville. Dans des circonstances normales, ni Noël ni Walter n'auraient su cela avant plus tard dans la journée, ce qui signifie que Lloyd essayait de gagner le plus de temps possible avant que quelqu'un ne remarque son absence. Il est 9 h 30 maintenant, donc même s'ils l'ont découvert plus tôt que Lloyd ne l'avait probablement prévu, cela fait plus d'une demi-journée. Lloyd et Tanya ont dû mettre une sérieuse distance entre eux et la capitale maintenant. Cependant, les portes de la ville devraient avoir des registres indiquant la direction qu'ils ont prise. Et comme ils sont probablement partis à pied, Noël et Walter pourraient les rattraper s'ils prennent des chevaux. Walter est prêt à partir, mais Noël lui rappelle que ce n'est pas simplement une course pour récupérer leur argent. Ces deux-là ont choisi d'abandonner le groupe, et c'est une véritable trahison. Donc, dans le pire des cas, s'ils les rattrapent et les confrontent, cela pourrait se terminer par un combat à mort. Et même s'ils parviennent à battre Lloyd et Tanya, l'argent est déjà parti. Mais Noël n'est pas prêt à les laisser s'en tirer sans payer pour ce qu'ils ont fait, et ils souffriront d'une manière ou d'une autre. Après s'être habillé, Noël traîne Walter jusqu'à la taverne locale. Walter, aussi confus que d'habitude, ne comprend pas pourquoi ils sont même ici. Mais Noël sait qu'il est inutile d'expliquer quoi que ce soit à Walter, car il ne comprendrait probablement pas de toute façon, alors il lui dit simplement de le suivre. En entrant, Noël attire immédiatement l'attention de toute la taverne. Il annonce alors que 2 membres de son groupe ont volé leur argent et ont fui la capitale, offrant une récompense de 2 millions de fils à quiconque pourra les ramener vivants. Walter commence à paniquer, se demandant pourquoi Noël annoncerait leur situation si publiquement. Mais Noël, calme comme toujours, explique qu'il essaie de débusquer une personne en particulier, donc l'annoncer à toute la taverne fait juste gagner du temps. Le premier groupe à accepter la mission est le groupe Lightning Bite. Alors Noël donne à leur chef tous les détails qu'il a sur la fuite de Lloyd et Tanya. Bientôt, plusieurs autres groupes se lancent également dans l'offre, mais Noël n'a toujours pas trouvé la personne qu'il cherche. Puis un homme à l'air louche s'approche de Noël au sujet du travail. Et immédiatement, Noël peut dire que ce type a des informations utiles. Exactement le genre de personne qu'il attendait. Ils sortent pour parler et l'homme explique qu'il a vu un couple quitter la ville hier qui correspond parfaitement aux descriptions de Lloyd et Tanya. Il prétend savoir exactement où ils se dirigent, mais le problème est que son groupe n'est pas assez fort pour les affronter seuls. Saisissant une opportunité, Noël lui offre 1 million de fils en échange de son aide, la moitié de la récompense. L'homme essaie de négocier pour obtenir les 2 millions complets, mais Noël l'a déjà cerné comme un livre ouvert. Il sait que le gars est trop fauché pour refuser 1 million de fils. Alors l'homme finit par céder et accepte l'accord.
Avec tout réglé, Noël dit à l'homme de préparer son groupe et de le rejoindre à la porte sud. Il demande également à Walter de l'attendre là-bas, car Noël a quelque chose à régler d'abord. Un peu plus tard, Noël termine ses préparatifs et se dirige vers la porte principale pour rencontrer tout le monde. Walter, visiblement troublé, l'écarte pour lui poser une question qui le tracasse. Il veut savoir si Noël est vraiment d'accord pour combattre Lloyd et Tanya. Mais Noël, sans hésitation, dit qu'il n'a aucun problème à les tuer, pas de pitié et pas de remords. Walter n'arrive pas à croire à quel point Noël est froid après tout ce qu'ils ont traversé ensemble en tant que partenaires. Mais Noël révèle que dès le jour où ils se sont rencontrés, il avait déjà élaboré des plans de secours pour les abattre s'ils le trahissaient. En fait, il a même un plan pour Walter. Noël n'a jamais vraiment fait confiance à aucun d'eux, et il dit à Walter qu'être moins confiant pourrait lui être bénéfique à l'avenir. Plus tard dans la journée, dans un village isolé, Lloyd et Tanya marchent, et Lloyd lui assure qu'il devrait être en sécurité pour l'instant, donc il est confiant qu'ils peuvent dormir tranquilles ce soir. Dans son esprit, il n'y a aucune chance que Noël soit assez mesquin pour les poursuivre, surtout puisque l'argent est déjà parti. Mais Lloyd sous-estime sérieusement à quel point Noël peut être mesquin, et de nulle part, Noël apparaît derrière eux flanqué d'une escouade complète de chasseurs de primes prêts à les capturer. Lloyd attrape son épée dans la panique, mais avant qu'il ne puisse bouger, Noël utilise son pouvoir pour les figer, lui et Tanya. Tous deux restent là, stupéfaits et complètement incapables de bouger. Et avec Lloyd piégé et nulle part où fuir, Walter s'avance furieusement, criant à Lloyd de les avoir trahis. Il est prêt à frapper Lloyd en plein visage, mais Noël l'arrête car il a quelque chose à demander d'abord. Noël sait que Lloyd a déjà dépensé toutes les économies du groupe, mais il pense que l'argent de la chasse aux vampires devrait encore être là. Mais Lloyd le nie paniquement, affirmant qu'il a aussi utilisé cet argent. Alors Noël demande calmement si Lloyd l'a gaspillé dans un autre de ses investissements ratés. Mais Lloyd admet gentiment qu'il a utilisé l'argent pour rembourser davantage de ses dettes. La façon dont Lloyd bégaye et se tortille sous la pression donne à Noël toute la confirmation dont il a besoin. C'est maintenant clair comme de l'eau de roche. Lloyd n'est pas seulement un mauvais investisseur, c'est un véritable accro au jeu. Il a probablement tellement joué qu'il est submergé par les créanciers, mais malgré tout, Noël veut l'entendre directement de la bouche de Lloyd. Puis, avant que Lloyd ne puisse lancer une autre excuse, Walter s'emporte, lui criant dessus pour avoir gaspillé tout l'argent qu'ils ont travaillé si dur à économiser. Lloyd, abandonnant son air innocent, crie en retour, affirmant qu'il est la véritable victime ici. Il ne voulait pas toucher au fond du parti, mais le jeu était trop amusant pour y résister. Et puis, c'est leur faute d'avoir mis toute la responsabilité du leadership sur lui. C'en est trop pour Noël. Il en a assez des excuses pathétiques de Lloyd. Alors, sans hésitation, Noël donne un coup de pied à Lloyd en plein visage, l'envoyant au sol, et commence à le piétiner à plusieurs reprises. L'audace de Lloyd à essayer de rejeter la faute l'exaspère, car c'est Lloyd qui a supplié d'être le leader, tout cela pour pouvoir détourner de l'argent vers son addiction au jeu. Bientôt, Lloyd est battu à sang, suppliant le pardon. Mais Noël ne reconnaît même pas le concept. Il est plus que disposé à piétiner Lloyd 1000 fois si c'est ce qu'il faut pour se sentir satisfait. À ce moment-là, Tanya intervient désespérément et supplie Noël d'épargner Lloyd. Noël s'arrête, mais seulement pour proposer un marché tordu. Il épargnera Lloyd si Tanya accepte de prendre la raclée à sa place. Noël, toujours égalitaire dans ses punitions, dit qu'il n'a aucun problème à l'écraser dans la boue si c'est vraiment ce qu'elle veut. Puis, utilisant son pouvoir, il la contraint à avouer son implication. Sous l'influence de la capacité de Noël, Tanya est forcée de dire la vérité sans filtre. Elle admet qu'elle a joué l'argent du groupe aux côtés de Lloyd et, étonnamment, elle est encore plus accro que lui. Elle commence même à blâmer Lloyd pour ses pertes fréquentes, disant que si elle avait joué plus, il ne serait pas dans ce pétrin parce qu'elle est meilleure que lui à ce jeu. L'aptitude de Noël force la cible à révéler la vérité absolue, peu importe à quel point elle est laide pendant une courte période. Puis, quand Tanya revient à elle, elle est furieuse et accuse Noël de lui avoir fait subir un contrôle mental, criant que c'est contre la loi impériale. Noël accepte sans broncher, il est illégal d'utiliser le contrôle mental à des fins personnelles. Mais il lui rappelle froidement qu'elle est la criminelle ici et que ce qu'il fait n'est pas du contrôle mental pour un gain personnel. C'est un interrogatoire et c'est parfaitement légal dans cette situation. Maintenant que Noël a fini de s'occuper des traîtres, l'homme qui l'a aidé à capturer Lloyd et Tanya exige son paiement. Noël accepte, mais lui dit d'attendre une minute. Mais l'homme n'est clairement pas du genre patient, alors il attrape Noël et l'accuse d'essayer de les escroquer de leur argent. Mais Noël traîne calmement l'homme au sol et lui assure qu'il sera payé pour son travail, donc il ferait bien de se taire et d'attendre. Mais l'homme est toujours en colère et sort un couteau, prêt à attaquer Noël. Mais c'est la pire erreur qu'il aurait pu faire, car Noël, qui ne tolère pas les menaces, assomme immédiatement l'homme avec un coup de poing bien placé dans la poitrine. Noël avait appris cette technique de son grand-père de la manière difficile en faisant les frais. C'est un coup précis dans la zone juste au-dessus du cœur, paralysant temporairement les muscles cardiaques et faisant s'évanouir même les combattants expérimentés si c'est bien fait. Le grand-père de Noël s'est assuré qu'il la maîtrise, car en tant que bavard, Noël n'a pas la capacité de se renforcer, donc ce mouvement lui donne au moins un outil offensif solide.
Puis, alors que les coéquipiers de l'homme traînent son corps inconscient hors du chemin, un carrosse élégant arrive juste à temps. L'homme qui en descend n'est autre que Finocchio Barzini, un marchand d'esclaves infâme avec un goût pour le dramatique et étonnamment un ami de Noël. Il est le chef de la famille Barzini, et bien qu'assez excentrique et flamboyant, il est l'une des rares personnes que Noël connaît qui peut mener à bien la tâche. Noël le salue chaleureusement. Après tout, Finocchio est la clé de son plan. Et si ce n'était pas encore évident, Noël a l'intention de vendre Lloyd et Tanya en esclavage pour récupérer l'argent qu'ils lui ont volé. Tanya proteste horrifiée, mais Noël lui rappelle rapidement l'alternative. Il pourrait facilement la livrer à la police. Et dans cette ville, le temps de prison signifie être envoyé aux mines, un sort bien pire que l'esclavage. Les mines sont brutales, et avec un taux de survie de seulement 2% après 10 ans de travaux forcés, les chances de Tanya de s'en sortir vivante sont pratiquement inexistantes. Devenir esclave, en revanche, offre une bien meilleure chance de survie. Et peut-être, juste peut-être, aura-t-il la chance de tomber sur un maître bienveillant. Cela étant dit, Noël demande à Finocchio d'évaluer Lloyd et Tanya pour la vente. Après une évaluation rapide, Finocchio propose 6 millions. Noël, peu impressionné, dit que ce n'est pas suffisant, mais Finocchio s'excuse, expliquant que c'est une mauvaise période, il ne peut pas offrir plus. L'église de la Sainte-Croix est sur le point d'imposer un décret selon lequel tout le monde doit faire vœu de pauvreté. Et si Finocchio offrait le prix fort pour Lloyd et Tanya, cela attirerait trop d'attention, et c'est quelque chose qu'il préfère éviter. Bien que surpris par l'influence de l'église sur une famille aussi puissante que les Barzini, il s'en moque et dit qu'il prendra les 11 millions. Il faut une seconde à Finocchio pour assimiler la contre-offre, mais quand il le fait, il explose, accusant Noël de tenter de l'escroquer de 5 millions supplémentaires. Agacé par les cris constants, Noël augmente le prix encore et encore, jusqu'à ce qu'il demande finalement 15 millions, bien au-dessus de l'offre initiale de 6 millions de Finocchio. Finocchio, visiblement frustré, est sur le point de perdre son calme, mais Noël s'approche avec une offre astucieuse. Si Finocchio achète les deux pour 15 millions, Noël promet de dire à tout le monde que Finocchio a payé 30 millions à la place. Le décret de l'église ne restreint que les achats surévalués, mais si Finocchio répand la rumeur que Lloyd et Tanya valent chaque centime, les gens se précipiteront pour les acheter simplement à cause de leur valeur gonflée. Donc s'il joue bien, Finocchio pourrait facilement les revendre pour jusqu'à 90 millions. Impressionné par la ruse de Noël, Finocchio lui propose même un rôle de leader dans sa famille, mais Noël refuse sans surprise, alors Finocchio comprend et accepte l'accord. Mais avant de le conclure, il se dirige vers le type mal fagoté de son groupe, lançant un avertissement glacial. S'ils soufflent un mot de cela, ils feront face à des morts douloureuses. Cela dit, Finocchio remet à Noël un acompte pour les deux esclaves et commence à emmener Lloyd et Tanya. Tanya supplie alors désespérément Noël de ne pas aller jusqu'au bout, mais une fois de plus, elle se heurte à la froide réalité que le pardon n'est pas dans son vocabulaire. Elle se tourne paniquée vers Walter, sachant pertinemment qu'il a un faible pour elle, donc elle s'attend à ce qu'il intervienne pour la sauver. Mais Walter, malgré la supplication, refuse. Tanya déchaîne alors furieusement une avalanche d'insultes, l'attaquant avec tous les mots méchants qu'elle peut imaginer, et croyez-moi, c'est beaucoup et très méchant. Et cette scène rend l'expression sur le visage de Walter inestimable, car il n'aurait jamais imaginé que la fille qu'il aimait pouvait être si vicieuse. Avec l'accord finalisé, Noël remet le million de fils promis à l'homme louche et se tourne pour partir avec Walter. Mais juste au moment où il s'éloigne, l'homme l'interpelle, qualifiant Noël de diable. Mais Noël, loin d'être insulté, porte ce titre avec fierté. En fait, il le considère comme un insigne d'honneur et jure de l'utiliser à son avantage dans sa quête pour devenir le plus fort du monde. Après tout ce bordel, Walter reste là, remettant en question ses choix de vie, envisageant sérieusement de quitter ce boulot de chercheur. Mais Noël dit alors à Walter que ce n'était pas sa faute. Dans ce travail, tu vas rencontrer beaucoup de gens et la plupart vont te poignarder dans le dos. Walter n'est peut-être pas le plus brillant, peut-être même un peu bête, mais Noël sait qu'il a un don pour le combat. Il veut que Walter reste, continue de se battre à ses côtés et aide à reconstruire leur groupe. Mais Walter ne peut tout simplement pas, car après ce qui s'est passé, il ne se voit plus vivre la vie de chercheur. Alors Noël comprend et respecte son choix. Puis, alors que Walter quitte la ville, Noël lui souhaite bonne chance et lui dit au revoir. Mais en ce qui concerne Noël, il n'abandonnera jamais. Certes, son groupe s'est dissous et ça fait mal, mais cela ne l'empêchera pas de devenir le plus fort. Et alors qu'il marche, il aperçoit des écailles de serpents et pense que les serpents muent pour devenir plus résistants, alors c'est exactement ce qu'il va faire. Il est temps de laisser le passé derrière, de reconstruire le Blue Beyond à partir de zéro et de le rendre plus fort que jamais. Nous voyons ensuite une fille remarquer une annonce de recrutement affichée par Noël, et elle pense en elle-même « Enfin, je l'ai trouvé ». Plus tard, dans une taverne, nous voyons Wolf parler à Noël, disant qu'il n'y a aucune chance qu'il recrute quelqu'un de valable avec cette annonce pathétique. Noël en a déjà assez et lui dit d'arrêter de l'embêter. Mais Wolf ne veut tout simplement pas se taire. Il dit que tous ceux qui sont assez bons pour rejoindre un groupe sont déjà engagés dans un clan ou un autre groupe.
Noël, gardant son calme, lui dit encore de dégager puisque ça ne le regarde pas. Mais Wolf, toujours aussi insistant, essaie de se montrer amical, disant que les coqs comme Noël ne peuvent pas se battre seuls, alors il devrait simplement rejoindre son groupe à la place. Noël, sans perdre une seconde, explique que le groupe de Wolf, Lightning Bite, est composé de Wolf lui-même, le grand épéiste, ainsi que de l'archer-elfe Lysia et d'autres membres talentueux. Ils sont considérés comme des étoiles montantes, même parmi les groupes de rancés. Wolf continue alors de parler, disant que Noël gagnerait beaucoup plus d'argent en les rejoignant plutôt qu'en perdant du temps à essayer de former une nouvelle équipe. Mais à ce stade, la patience de Noël s'épuise. Même les membres de la propre équipe de Wolf interviennent, lui disant d'arrêter parce qu'il embête clairement Noël. Lysia le ridiculise ensuite en disant qu'il n'a aucun charme et c'est pourquoi la fille vendeuse de fleurs qu'il a invitée l'a rejeté. Le visage de Wolf devient rouge de honte parce que ses détails privés sont exposés au grand jour. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Noël lui fait une proposition. Il rejoindra le groupe, mais à une condition. Wolf, pensant que ce n'est pas un gros problème, accepte seulement pour que Noël lâche la bombe. Il veut être le chef. Les membres du groupe de Wolf sont tous d'accord, disant que Noël est de toute façon plus intelligent que Wolf. Wolf, stupéfait, accepte, mais insiste sur le fait qu'en tant que fondateur du groupe, il ne renonce pas à sa position de leader. Juste à ce moment-là, la fille de tout à l'heure s'approche furtivement d'eux, prenant tout le monde par surprise. Wolf est stupéfait que cette fille ait réussi à passer devant Lysia, leur soi-disant experte en pistage. La fille se présente alors comme Alma, disant qu'elle est là parce qu'elle a vu l'affiche de recrutement de Noël. Ils s'assoient pour discuter, et Noël, toujours aussi direct, commence en demandant quel âge elle a, expliquant que les enfants ne peuvent pas être chercheurs. Alma dit calmement qu'elle a 21 ans, ce qui, il s'avère, la rend 5 ans plus âgée que Noël. Wolf, curieux comme toujours, commence à poser des questions au hasard, et Alma répond à chacune sans hésitation, avec un visage impassible tout le temps. Noël demande ensuite à Alma sa classe et son rang, et elle répond calmement qu'elle est éclaireuse et classée C. Noël pense en lui-même, ce n'est pas mal du tout. Les éclaireurs et les archers qualifiés sont un atout énorme dans les abysses. Il enchaîne avec une dernière question, demandant pourquoi elle veut devenir chercheuse. Alma le surprend en disant qu'elle n'a aucun réel intérêt à être chercheuse. Elle est seulement là pour lui, le petit-fils d'Overdeath. Noël est surpris, se demandant comment elle connaît son grand-père. Alma révèle ensuite que son grand-père a autrefois combattu le sien, et que dans cette bataille, son grand-père a perdu sa main droite. Noël se demande immédiatement si elle est là pour se venger, mais Alma écarte cette idée, disant que la vengeance est juste une perte de temps inutile. Elle est seulement intéressée à voir quel genre de chercheur le petit-fils d'Overdeath est devenu. Noël, encore en train de digérer tout cela, lui dit que son grand-père est déjà mort, et il présente des excuses à contre-cœur en son nom. Alma révèle que son propre grand-père est décédé le mois dernier aussi, donc elle dit qu'il n'y a pas besoin d'excuses. Alors Noël, maintenant curieux, demande le nom de son grand-père et Alma lâche la bombe. C'est Alcor Judical. Toute la taverne se fige. Le nom seul provoque des ondes de choc, car Alcor Judical n'est autre que le fondateur de la célèbre Société des Assassins, une organisation obscure prête à tuer n'importe qui pour le bon prix. L'un des chercheurs à la taverne, un gars nommé Logan, s'énerve, pensant qu'Alma invente des histoires. Wolf essaie de le calmer, disant que cela ne le regarde pas, mais Logan refuse de lâcher l'affaire. Il explique que les tavernes ont une règle tacite, seuls les chercheurs d'un certain prestige sont autorisés à entrer. Alma, jouant la carte de la décontraction, admet qu'elle ne le savait pas, alors Logan, sentant son inexpérience, ricane et la qualifie de total novice. Il continue ensuite en l'informant qu'il est d'usage pour les habitués de tabasser quiconque enfreint cette règle non écrite. Avant que Logan puisse finir, Alma l'interrompt, se tournant vers Noël et demandant ce qui détermine le prestige d'un chercheur. Alors Noël explique que bien que la classe et le rang soient un point de départ, au final tout se résume à la force. Alma, sans perdre une seconde, réalise qu'elle doit juste écraser ce gorille, ce qui ne fait qu'énerver davantage Logan. Mais c'est inutile. Alma le bat rapidement avec un coup et un coup de pied, laissant toute la taverne sous le choc. Noël, impressionné par ses compétences, l'engage sur le champ. Alors que la tension s'apaise, le ventre d'Alma gargouille bruyamment et elle déclare simplement qu'elle a faim. La scène passe ensuite à Alma, en train de grignoter un beignet frit avec Noël, pensant pour elle-même « c'est tellement bon !» Noël lui dit que ce n'est rien de spécial, mais il réalise ensuite qu'elle a grandi dans les montagnes, donc pour elle c'est quelque chose d'important. C'est à ce moment-là que Noël comprend, elle est vraiment la petite fille d'Alcor. Alma, remarquant sa réaction, demande s'il ne l'avait pas cru jusqu'à présent. Noël admet qu'il était naturel d'être sceptique puisqu'elle avait fait une déclaration aussi audacieuse en surgissant de nulle part. Mais Alma dit qu'elle a cru qu'il était le petit-fils d'Overdeath dès qu'elle l'a vu. Elle explique que ce sont ses yeux, ils lui disent qu'il est le genre de personne prête à tout pour gagner. Elle se souvient alors comment son grand-père l'avait averti de ne jamais, sous aucun prétexte, se battre contre la mort. Il lui avait dit que la mort était imprévisible et que personne n'avait de chance dans un combat frontal, et les yeux de Noël lui rappelaient cet avertissement. Noël demande alors, curieusement, si elle s'entraînait pour devenir assassin dans les montagnes, et Alma confirme en disant qu'elle a déjà rempli les conditions pour en devenir un, bien qu'elle n'ait pas encore officiellement atteint le rang. Noël demande alors, perplexe, pourquoi elle n'a pas rejoint la Société des Assassins. Alma explique qu'elle a essayé, et ils l'ont testé en la faisant combattre un assassin faible, qu'elle a facilement vaincu. Elle était sur le point de tuer le gars en suivant l'ancienne règle des assassins, selon laquelle les forts survivent, et les faibles doivent mourir. Mais l'arbitre du match l'a arrêté.
Puis, quand elle a demandé sa véritable identité, il s'est révélé être Simon Grégory, le leader actuel de la société. C'est alors qu'Alma a découvert que la société avait changé ses règles. Il ne tue plus les gens sur un coup de tête, alors Simon lui a dit franchement qu'elle ne correspondait pas à la nouvelle société et l'a expulsée. Alma déclare ensuite qu'ils n'ont plus besoin d'assassins formés à l'ancienne, et informe Noël que bientôt la couronne prendra la société sous son aile. Noël, en rassemblant les éléments, réalise que la société est sur le point d'être affiliée au gouvernement. Alma hoche la tête, ajoutant qu'ils déplacent leur focus des assassinats sous contrat vers l'espionnage parce que le nouveau leader croit que c'est la seule façon pour eux de survivre. Noël, réalisant à quel point cette information est précieuse, espère nerveusement qu'il ne sera pas tué juste pour le savoir. Alma se souvient soudain que l'information était censée être top secrète et le rassure en riant qu'elle le protégera comme une grande sœur. Mais Noël, toujours agacé, lui dit qu'il n'est pas fan de son rôle de grande sœur. La scène passe ensuite au lendemain avec Noël et Alma marchant à travers la forêt. Noël demande à Alma combien elle en sait sur les parleurs. Alors, Alma dit qu'elle sait qu'ils sont faibles seuls, mais qu'ils ont des compétences de soutien puissantes et que leur travail est de les utiliser pour aider leur groupe. Noël hoche la tête, d'accord, mais ajoute que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Un mauvais buff et tout le groupe pourrait être anéanti. Il explique que les talkers doivent évaluer le champ de bataille avec soin avant de lancer quoi que ce soit, et c'est leur travail de donner les bons ordres pour tirer le meilleur parti de leurs coéquipiers. Il souligne que le véritable rôle d'un talker est de contrôler le champ de bataille. Mais voici le hic, ils ne peuvent pas se buffer eux-mêmes, ce qui en fait une classe qui ne peut ni survivre ni combattre seule. Alma, confiante en ses capacités, lui dit qu'elle est sûre qu'il peut se débrouiller seul, et Noël, avec un demi-sourire, admet qu'il serait mort depuis longtemps si ce n'était pas le cas. Alors qu'il s'arrête près d'une rivière, Noël demande à Alma d'attraper un monstre pour lui. Il explique que les monstres ne sont que de la flore et de la faune qui ont muté à cause de l'abîme, et que les chasser fait partie du travail de chaque chercheur. Aujourd'hui, il veut qu'elle chasse un lapin tueur. Il lui montre une photo de la créature, et Alma, amusée, pense qu'il a l'air adorable. Mais Noël la prévient rapidement de ne pas se laisser tromper. Ces choses sont aussi vicieuses qu'elles sont mignonnes. Il lui dit ensuite que cette chasse servira d'expérience, et il prévoit de la renforcer pendant qu'elle attrape le monstre. Alma, toujours confiante, dit qu'il n'y a pas besoin de renfort parce qu'elle peut s'occuper du lapin elle-même. Mais Noël lui dit que cela ne fonctionnera pas. Il explique qu'il faut du temps pour que le corps d'une personne s'adapte au renfort qu'un parleur fournit. Pour appuyer son point, il demande si elle a la compétence Axel. Alma confirme qu'elle l'a, en mentionnant que cela double sa vitesse et qu'elle peut même l'empiler pour la quadrupler. Noël insiste, demandant si elle pouvait utiliser Axel parfaitement dès le début. Alma admet qu'il a fallu du temps et de l'entraînement pour que son corps maîtrise la compétence, alors Noël lui dit que c'est exactement la même chose avec les buffs. Elle aura besoin de temps pour s'adapter aux nouvelles capacités que le buff fournit, et sa compatibilité avec ces buffs déterminera l'efficacité de leur future stratégie. Il mentionne qu'il a fallu une demi-mois à son groupe précédent pour s'habituer à ces buffs, et Alma a finalement compris son point de vue. Noël lui demande alors combien de lapins tueurs se trouvent à proximité, et Alma, sans hésiter, lui dit qu'il y en a 13 dans un rayon de 200 mètres. Noël lance alors le test en renforçant Alma avec voix de bataille et tacticien. Il explique ensuite que tant qu'elle suit ses ordres, ses capacités seront améliorées. Alma ressent immédiatement une étrange énergie monter en elle. Noël lui ordonne alors de maximiser sa compétence d'accélération, disant qu'elle peut maintenant augmenter sa vitesse par 6. Et puis il lui dit que le défi est d'attraper un seul lapin tueur en moins de 10 secondes. Alors, sans perdre de temps, le test commence. Et Alma s'élance à travers la forêt, attrapant non seulement un lapin, mais en rassemblant plusieurs. Puis, quand elle les remet, Noël est stupéfait de découvrir qu'elle a attrapé les 13 lapins de la zone en seulement 8 secondes et 6 dixièmes. Il est impressionné par la rapidité avec laquelle elle s'est adaptée à ces améliorations et pense qu'il n'y a pas besoin d'entraînement supplémentaire, et avec un sourire, il lui dit qu'ils sont prêts pour leur première quête en tant que groupe. Noël révèle ensuite qu'une petite ville nommée Minsk, qu'ils ont récemment débarrassé des monstres, lui a envoyé une demande pour s'occuper d'un groupe de voleurs terrorisant les villageois. La scène passe ensuite aux deux personnages voyageant en calèche, et Alma, qui fait l'expérience d'un trajet en calèche pour la première fois, profite du moment, mais Noël l'avertit que son excitation ne durera pas longtemps car à la fin du trajet, son derrière ressemblera à une pierre. Pendant qu'il roule, Noël passe le temps en expliquant les types de missions que les chercheurs traitent généralement. En plus de combattre les bêtes nées des abysses, les chercheurs traquent aussi les criminels, les monstres et les trésors. Il y a aussi des chasses mythiques où les chercheurs explorent des territoires inexplorés. Le problème de bandits qu'ils s'apprêtent à résoudre relève généralement de la responsabilité du seigneur, mais parfois les seigneurs tardent à agir. Alors les gens se tournent vers les chercheurs pour obtenir de l'aide. Alma n'aime pas l'idée, et Noël admet qu'ils ne seront pas beaucoup payés puisque leur client est juste un village agricole. Mais il pense que ce sera un bon essai pour leur groupe, alors Alma est excitée pour leur première mission, et cela rappelle à Noël son ancien groupe, ravivant des souvenirs du passé. La scène se déplace ensuite vers Noël et Alma, s'arrêtant dans une ville appelée Eudora pour la nuit. Comme prévu, Alma se plaint que ses fesses sont dures comme de la pierre après ce long trajet en calèche. Et Noël, sans aucune sympathie, lui dit qu'il monte dans une autre calèche pour Minsk demain. Ils commencent à chercher une auberge, mais partout où ils regardent, c'est complet.
Après une recherche frustrante, ils parviennent enfin à en trouver un avec une seule chambre. Noël est soulagé et dit à Alma de prendre le lit pendant qu'il dormira par terre. Alma, toujours décontractée, lui dit que ça ne la dérange pas s'il dort avec elle car elle le considère comme un petit frère. Noël, rougissant furieusement, refuse et voyant sa réaction, Alma le taquine en pensant que c'est mignon. Cela ne fait que l'irriter davantage, alors il part prendre un bain. Plus tard, alors qu'Alma s'étire, Noël sort du bain à moitié nu. Alma est surprise par ses muscles bien dessinés, pensant qu'il a un corps plutôt impressionnant. Mais toujours direct, elle pense que c'est dommage. Peu importe combien il s'entraîne, il ne sera jamais au même niveau que les combattants de première ligne. Elle lui dit que le travail acharné ne peut pas surpasser le talent brut et mentionne que s'il était un guerrier comme Overdeath, il aurait pu être le chercheur ultime. Cela agace vraiment Noël, mais il prend une profonde inspiration et lui demande de fermer les yeux. Lorsqu'elle le fait, il lui tape sur le front, lui disant de s'occuper de ses affaires. Puis, il lui dit calmement de prendre son bain pendant qu'il va dormir un peu. Alors qu'Alma part se baigner, Noël s'allonge sur le lit, pensant qu'il est bien conscient de ne pas être naturellement talentueux. Il se souvient alors de la promesse de son grand-père de faire de Noël le chercheur le plus fort malgré sa classe. Et alors qu'il s'endort, il entend encore les mots de son grand-père résonner dans son esprit. Le lendemain, nous les voyons arriver dans le village où ils se rendaient et le chef les accueille, extrêmement surpris de ne trouver que 2 d'entre eux. Noël lui fait savoir nonchalamment que les autres ont quitté le groupe et qu'il ne reste plus que tous les 2 maintenant. Mais bien sûr, il rassure le chef avec un sourire arrogant en disant qu'il devrait se détendre parce qu'ils vont tous faire le travail. Et le chef lui lance un sourire tremblant comme s'il n'était pas entièrement convaincu. Ils s'assoient ensuite à l'intérieur et la femme du chef leur sert du thé. En sirotant, Noël remarque la fille du chef qui lui jette des regards en coin depuis l'autre côté de la pièce et quand il s'en aperçoit, elle se cache rapidement gênée. Le chef explique alors qu'elle est à cet âge difficile, ajoutant qu'elle était excitée par leur visite. Noël suppose qu'elle doit être déçue que leur chef charismatique ne soit pas là, mais il ne sait pas qu'en réalité, elle a des vues sur lui. Noël change alors de sujet et demande au chef si la bande de voleurs compte environ 20 personnes. Le chef hoche la tête et ajoute que les voleurs ont récemment pillé une ville voisine, laissant derrière eux non seulement des biens volés, mais aussi des morts. Et pire encore, ils ont kidnappé certaines des femmes. Noël lui demande alors l'emplacement de leur repère, et le chef dit que c'est une clairière rocheuse dans la forêt à l'est. Noël estime que c'est suffisant pour travailler, alors il passe à la question du paiement. D'un air sérieux, il dit qu'ils auront besoin de 200 000 à l'avance et de 300 000 supplémentaires une fois le travail terminé. Le chef accepte sur le champ et remet l'avance sans hésiter. Noël vérifie le paiement et se dit qu'il s'attendait à ce que le chef marchande un peu. Il remarque que rassembler cet argent a dû être difficile pour eux et en partant, il rassure le chef en promettant de revenir une fois le travail terminé. La scène se déplace ensuite vers Noël et Alma qui traversent la forêt lorsqu'Alma souffle soudainement, disant à Noël que le chef n'a pas pu détacher ses yeux de sa poitrine tout le temps. Elle le traite de pervers dégoûtant en râlant sur combien c'était honteux, surtout devant sa propre fille et sa femme. Avant que Noël ne puisse répondre, la fille du chef vient en courant après eux, demandant s'ils vont vraiment s'occuper des voleurs. Noël lui adresse un sourire confiant et la rassure en disant qu'il s'en occupera rapidement. Elle lui souhaite bonne chance, disant qu'elle le soutiendra et demande timidement s'il se souvient des libellules en bambou qu'elle tient. Noël hoche la tête, se rappelant qu'il lui avait appris à les fabriquer. Elle rayonne, lui disant que ces libellules volent plus haut que celles des autres enfants, mais que celle-ci est celle qu'il lui a donnée et qu'elle l'a gardée comme son bien le plus précieux depuis. Noël trouve cela adorable et elle rougit, lui disant de revenir vite parce qu'elle et sa mère vont cuisiner quelque chose de spécial pour lui et Alma. Après son départ, Alma lève un sourcil et sourit, taquinant Noël sur le fait d'avoir la petite fille à ses pieds. Noël s'énerve, alors il lui dit de se taire et la traite de bimbo à gros seins, ce qu'elle n'apprécie évidemment pas. La scène passe ensuite à leur repérage de la cachette des voleurs sous le couvert de la nuit et ils réalisent rapidement qu'il y a bien plus de 20 voleurs ici. Les sourcils de Noël se froncent en pensant qu'aucun gang ordinaire de vauriens ne rassemblerait un tel nombre. Puis ses yeux aperçoivent le chef, un homme qu'il reconnaît instantanément comme Gordo la lame de rasoir. Alma ne le connaît pas, alors Noël explique que Gordo a une prime de 2 millions sur sa tête et il n'arrive pas à croire que ce type respire encore. Noël se tourne alors vers Alma et lui dit que Gordo est un bandit de rang B dans la classe des éclaireurs, alors il lui demande avec inquiétude si elle peut l'affronter. Alma répond avec confiance que oui, mais seulement en 1 contre 1. Noël comprend et lui dit de lui laisser le reste, mais elle est surprise et lui rappelle que l'ennemi le repérera s'il s'approche davantage, car elle peut se dissimuler grâce à sa compétence, mais lui ne le peut pas. Noël sourit alors, lui dit qu'il a déjà un plan et l'explique rapidement. Puis Alma s'infiltre dans le camp ennemi en utilisant sa compétence de furtivité. Noël utilise ensuite sa compétence de lien pour communiquer avec Alma et elle lui fait savoir quand elle est en position. Puis, sans perdre une seconde, Noël déclenche une compétence de hurlement, étourdissant tous les bandits sauf leur chef. Il ordonne alors rapidement à Alma d'éliminer Gordo. Ainsi, Alma, avec sa vitesse quintuple excelle, transperce Gordo dans le bas du dos d'un seul coup mortel. Et puis l'effet du hurlement s'estompe. Alors Noël lui dit de garder les ennemis restants occupés jusqu'à ce qu'ils puissent arriver. Et Alma se met joyeusement au travail.
taillant les bandits un par un avec un sourire inquiétant. Noël ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle commence à apprécier un peu trop le bain de sang, et il réalise sombrement qu'elle pourrait poser problème à l'avenir. Lorsqu'il arrive enfin sur les lieux, il avertit Alma, puis lance une grenade flash, aveuglant les ennemis. Pendant qu'il titube, Noël tire ses balles enflammées, les brûlant pendant qu'ils sont étourdis. La scène passe ensuite à leur retour chez le chef, qui regarde nerveusement le sac dans la main de Noël et demande ce qui est arrivé aux voleurs. Noël sort nonchalamment la tête coupée de leur chef, Gordo, et exige le reste du paiement. Le chef, soulagé mais un peu secoué, l'invite à rester pour le dîner avant de partir. Alors qu'il mange, le chef mentionne que sa fille a été évaluée comme épéiste, et elle admet timidement qu'elle veut devenir chercheuse comme Noël, mais elle n'est pas sûre d'y arriver. Noël lui dit que tout le monde peut, mais il explique ensuite qu'elle doit simplement s'inscrire auprès du gouvernement pour devenir chercheuse et ensuite s'inscrire à l'école de formation à Atri. L'école est gratuite, mais elle devra couvrir ses frais de subsistance, donc il lui conseille de commencer à économiser dès maintenant. Il suggère également qu'elle pourrait acquérir de l'expérience en tant que soutien, en expliquant que les soutiens sont essentiellement des coursiers pour les chercheurs. Ce n'est pas un chemin courant, mais elle pourrait au moins voir comment les pros gèrent chercheurs. Noël lui promet que si elle devient vraiment forte, et s'il est toujours le genre de chercheur qu'elle admire à ce moment-là, il la laissera rejoindre. Elle est toute excitée, pratiquement rayonnante, alors que le chef du village et sa femme sortent du vin. Le chef leur dit fièrement de l'apprécier, disant que cela lui a coûté 100 000 et qu'il l'a gardé pour une occasion spéciale. Noël renifle alors le vin et peut dire tout de suite que c'est du haut de gamme, ou du moins il semble. Mais il insiste humblement sur le fait qu'il n'est qu'un invité et ne peut pas prendre la première gorgée, alors il suggère que le chef devrait être celui qui essaie en premier. Le chef balbutie, essayant de se dérober, prétendant qu'il ne boit pas. Noël lève un sourcil, perplexe que le gars dépense 100 000 pour du vin alors qu'il ne boit même pas. Puis Noël lâche la bombe, disant au chef de prendre une gorgée de son vin empoisonné. Le chef se fige et insiste rapidement qu'il n'a rien empoisonné, jurant qu'il n'en a aucune raison. Mais Noël sourit et lui dit qu'il pourrait simplement prendre leur argent et leur équipement une fois qu'ils seraient morts et n'aurait même pas besoin de les payer. Le chef demande alors nerveusement si Noël a une vraie raison pour cette accusation sauvage. Mais Noël, toujours aussi calme, lui en donne 3. D'abord, il souligne qu'un type qui ment sur le nombre de voleurs juste pour économiser sur la récompense n'est pas prêt à déboucher un vin à 100 000. Deuxièmement, rien qu'à l'odeur, Noël peut dire que ce n'est rien d'autre qu'un alcool bon marché, déjà en train de tourner, ce qui signifie qu'il a été ouvert il y a un moment. Et troisièmement, la soif de sang du chef est évidente depuis qu'il a sorti la bouteille. Alma intervient alors, disant qu'il ne se laisse pas berner par son mauvais jeu d'acteur, et rappelle au chef que des éclaireurs comme elle ont une tolérance au poison, donc cela n'aurait de toute façon pas fonctionné sur elle. Mais le chef insiste désespérément qu'ils n'ont aucune preuve, alors Noël se penche vers lui avec un regard effrayant et lui dit de simplement boire ce fichu vin. Le chef panique, jette le vin de côté et s'emporte, disant à Noël de se taire, affirmant qu'il n'a pas à l'écouter. Noël utilise alors sa compétence de confession sur le chef, et sous son influence, le chef admet qu'il a bien empoisonné le vin, et nous voyons que sa fille se tient là, horrifiée par cela. Puis, sans hésiter, Noël arrache impitoyablement un des yeux du chef juste devant elle, lui disant froidement qu'il ne fait que commencer. Il avertit le chef que son autre œil est le prochain, suivi du reste de ses membres. Le chef, paniqué et souffrant, implore le pardon, proposant de payer les 300 000 qu'il doit encore. Mais Noël dit sèchement que ce n'est pas suffisant. Après tout, l'homme vient d'essayer de le tuer, et à cause de cela, il exige chaque dernière pièce de la maison. Le chef, tremblant, explique qu'il ne peut pas, il a des dettes à payer. Noël s'en moque et s'approche pour l'autre œil. Mais à ce moment-là, la fille du chef entre dans la maison. Le chef s'écrie alors désespérément qu'il a emprunté de l'argent à la famille Gambino, un groupe mafieux, et que s'il manque le paiement, ils le tueront. Mais Noël, imperturbable, dit qu'il s'en fiche et qu'il est sur le point de commencer la torture lorsque la fille revient en courant avec toutes les pièces de la maison, un total de 820 000, et elle supplie en larmes Noël d'épargner la vie de son père. Le chef lui dit désespérément de ne pas remettre l'argent, avertissant que les Gambino les tueront tous les deux s'ils ne peuvent pas payer, mais sa fille l'ignore et remet tout à Noël. Noël prend l'argent et s'en va sans un regard en arrière. Mais alors qu'il s'éloigne, la fille crie après lui, disant le cœur brisé qu'elle déteste maintenant les chercheurs. Dans la forêt, Alma jette un coup d'œil à Noël et lui demande s'il va bien. Il élude la question, disant qu'il va bien, mais Alma n'est pas convaincue et insiste, demandant s'il va vraiment bien après avoir brisé le cœur d'une fille qui l'admirait autrefois, puis elle lui dit que ça a dû faire mal. Mais Noël répond simplement qu'il n'a pas peur de décevoir les gens. Alma le taquine ensuite en disant qu'il peut toujours compter sur sa grande sœur quand les choses deviennent difficiles. Mais Noël n'est clairement pas intéressé par cette idée. Ils aperçoivent alors un vaisseau volant au loin et Noël l'identifie rapidement comme appartenant au clan God Dinner de Regalia 3 étoiles.
Alma demande alors curieusement ce que signifie même un regalia, alors Noël explique que cela désigne un clan officiellement reconnu par l'Empire. Il y a 7 clans de regalia, mais ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Leur rang dépend de leur force et de leurs accomplissements. Au bas, il y a 4 regalia à 3 étoiles, au-dessus d'eux, il y a 2 à 2 étoiles, et tout en haut, il y a un seul regalia à 1 étoile. L'un des avantages d'être un regalia est le droit de posséder un dirigeable. Et Alma se dit qu'un navire comme celui-là doit être rempli de personnes puissantes. Noël acquiesce, ajoutant qu'ils ne sont pas seulement puissants, ils sont les meilleurs des meilleurs en termes de richesse, d'expérience et de courage. Il mentionne ensuite son plan de devenir membre des regalia dans l'année, un objectif qui rappelle à Alma quand elle a passé le test pour la Société des Assassins. Après le test, elle a demandé au chef si elle avait réussi. Il lui a dit qu'en termes de prouesse au combat, oui, elle l'avait fait. Mais Alma se demandait confusément ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Alors le chef a dit que tout ce qu'elle avait à faire était de répondre à une simple question, et il lui a demandé si c'était elle qui avait tué Alcor, l'ancien chef de la Société des Assassins. Sans hésitation, elle l'a admis. Elle expliqua que même le soi-disant dieu des assassins était une cible facile une fois que la sénilité l'avait atteint. Puis il lui demanda pourquoi elle l'avait fait, et Alma, imperturbable, se demanda s'il y avait même un intérêt à cette question. Le chef haussa les épaules, disant que c'était juste par curiosité, mais il avait compris quelque chose. Alma n'était pas la petite fille d'Alcor, comme tout le monde le pensait. Elle était en fait sa fille. Elle a confirmé cela, révélant qu'elle était juste l'un des nombreux enfants nés des femmes qu'Alcor avait enlevés dans divers villages. Elle se souvenait ensuite avoir été forcée de combattre d'autres enfants de son âge quand elle n'était qu'une enfant, expliquant qu'Alcor était obsédé par la création d'un égal. Il voulait renaître, mais plus fort, alors il a décidé de créer une version invincible de lui-même après avoir perdu contre Overdeath. Tous ses frères et sœurs ont été sacrifiés dans cette quête tordue, et elle était la seule survivante de son plus grand succès. Simon lui a alors dit sans détour qu'elle n'était pas apte à faire partie de la société, alors elle lui a demandé, choquée, pourquoi. Il expliqua que bien qu'elle soit indéniablement forte, elle n'était pas adaptée à ce que la société devenait. Ils étaient sur le point de se transformer en une agence gouvernementale, et bien qu'ils continueraient à tuer, ce ne serait plus leur seul but. Tuer ne serait qu'un moyen pour parvenir à une fin, pas l'objectif ultime comme avant, et il ajouta que ce changement était nécessaire pour assurer leur avenir. Alma s'est alors mise en colère et s'est effondrée. Elle a ensuite commencé à dire qu'elle avait passé 21 ans à être formée pour être une tueuse, et que maintenant tout cela semblait inutile. Elle cria qu'elle ne s'était jamais amusée, qu'elle n'était jamais tombée amoureuse, parce que sa vie avait été volée par cet entraînement brutal. Et maintenant, après toute cette merde, il lui disait qu'il n'avait pas besoin d'elle. Alors elle craque comme une folle, exigeant de savoir à quoi avaient servi les 21 dernières années de sa vie, et lui demanda avec colère de lui rendre sa vie. Elle a alors commencé à se sentir perdue, et s'est demandé à haute voix ce qu'elle était censée faire maintenant. Alors Simon, sans méchanceté, lui a dit qu'elle devrait le découvrir par elle-même. Mais avant de partir, il a mentionné quelque chose d'intriguant. Il a récemment entendu dire que le petit-fils d'Overdeath était maintenant un chercheur dans la tribu. Alors Alma a demandé avec curiosité s'il était fort. Simon a répondu qu'il l'est, mais que sa classe est parleur, la classe la plus faible de toutes. Pourtant, il a suggéré qu'elle aille le voir si elle était intéressée. L'histoire revient ensuite au présent. Alma, émue par ses souvenirs, serre soudainement Noël dans ses bras, promettant avec un regard aimant qu'elle se battra toujours à ses côtés. La scène se déplace ensuite vers un gars qui assomme un agent de sécurité et il utilise ses pouvoirs pour se déguiser en agent. Puis il se dirige vers le poste de garde, demandant nonchalamment aux autres gardes en poste si le condamné à mort est dans cette cellule. Le garde répond, confirmant que le prisonnier est là, mais ajoute qu'il est étonnamment bien élevé, se faisant à peine remarquer. Il s'avère que c'est détenu silencieux est le tueur infâme qui a fait trembler toute la ville d'Yttrey, et son nom est Hugo Coppelia, connu sous le nom de marionnettiste. Pendant ce temps, nous voyons Noël courir, portant un poids considérable tôt le matin. Il explique que c'est sa routine quotidienne, courir 2 tours autour des murs du château comme une horloge. Il ne le saute jamais, peu importe à quel point il est épuisé. Il se souvient alors de l'entraînement infernal que son grand-père lui a fait subir à partir du jour où Noël a annoncé qu'il deviendrait un chercheur. Ce jour-là, son grand-père gentil et doux a disparu, remplacé par un maître d'entraînement impitoyable. Noël a enduré un entraînement brutal jour après jour, sachant que puisque les chercheurs ne peuvent pas s'améliorer avec la magie, tout ce sur quoi il pouvait compter était son corps. Il a mis tout son cœur et son âme dans l'entraînement, refusant de reculer jusqu'à la fin amère. Plus tard, nous voyons Noël sous la douche, repensant aux commentaires d'Alma sur l'entretien de son corps. Malgré tout ce travail, cela lui est de peu d'utilité puisqu'il est un parleur, pas un combattant de première ligne. Après être sorti de la douche, Alma arrive pour une visite. Remarquant le logement de Noël, elle remarque avec suffisance qu'elle se doutait qu'il aurait une belle chambre. Il lui demande comment est sa chambre et si elle s'est installée. Elle dit que ce n'est pas génial mais gérable. Noël fait alors remarquer qu'elle est en avance et lui rappelle qu'ils avaient convenu d'une autre heure. Elle le taquine en demandant s'il n'est pas content de voir sa grande sœur plus tôt et se demande à voix haute si elle peut le toucher. Mais avant qu'il ne puisse répondre, elle commence à le toucher, se mettant sur lui sur le lit. Alors que Noël essaie de l'arrêter, Alma tente de lui voler un baiser en pensant qu'il est mignon, mais Noël la repousse avec un coup de tête rapide juste à temps.
Plus tard, nous les voyons se promener en ville, et Alma est toujours amère, se demandant comment Noël a pu donner un coup de tête à une fille. Mais Noël, sans hésiter, dit qu'il avait tous les droits, puisqu'elle a pratiquement essayé de l'agresser. Alors Alma sourit et le taquine à nouveau en disant que c'est de sa faute s'il est si mignon. En marchant, elle aperçoit un couple se tenant par la main, et sans hésitation, attrape la main de Noël en déclarant qu'ils sont en rendez-vous. Puis, elle demande malicieusement où il l'emmène aujourd'hui. Pour commencer, il se dirige vers le guilde des évaluateurs où Noël explique que c'est là que les classes sont évaluées et où les montées en grade ont lieu. Il ajoute qu'être évaluateur est une classe unique et exclusive aux gnomes et qu'ils ne peuvent pas monter en grade. Il mentionne que les gnomes sont un groupe étrange, presque comme s'ils existaient juste pour rechercher les classes. Alors qu'ils regardent autour d'eux, ils aperçoivent l'un des gnomes aidant un chercheur à monter en grade. Noël demande à Alma ce qu'elle prévoit de faire puisqu'elle a la marque indiquant qu'elle est prête pour un changement de grade. Il est expliqué que lorsqu'une personne est prête à monter de niveau, une marque apparaît sur son corps, généralement sur le dos de la main ou sur la poitrine. Alma, fidèle à elle-même, plaisante en disant que ce serait très mignon si la marque de Noël se retrouvait sur son adorable derrière. Mais Noël grogne, lui demandant d'arrêter, puis se demande si elle va devenir une assassin. Elle hausse les épaules, disant qu'elle n'a pas encore décidé et lui retourne la question, lui demandant ce qu'il pense qu'elle devrait faire. Noël admet qu'il n'en a aucune idée, mais ajoute que devenir assassin pourrait être utile, bien qu'ils devront éviter de chevaucher les compétences lorsqu'ils recruteront plus de personnes. Alma est surprise par la mention de recruter d'autres personnes, et Noël précise qu'ils ne peuvent évidemment pas affronter l'abîme seul, donc oui, il prévoit d'amener au moins une personne de plus. Alors il lui demande de ne pas monter en grade pour l'instant et dit qu'ils vont juste explorer ses options aujourd'hui. Après avoir terminé au guild, Alma, en train de grignoter des petits pains, demande où ils vont ensuite. Noël répond qu'ils devraient passer à la forge qu'ils fréquentent, lui rappelant qu'en tant que chercheurs, ils doivent garder leurs armes en parfait état. Ils arrivent à la forge et dès qu'ils entrent, le nain qui y travaille perd pratiquement la tête en lorgnant sans aucune honte les énormes melons noirs d'Alma, et ça a suffi pour gâcher la visite. Leur prochain arrêt est la librairie de compétences, où Noël explique que c'est un endroit spécialisé dans les guides de compétences. Il demande au propriétaire du magasin de recommander quelques compétences solides pour un éclaireur de rang C, et elle s'en occupe immédiatement. Prêt à partir, Noël se retourne, mais Alma l'arrête en demandant s'il ne va pas jeter un coup d'œil. Il lui rappelle que les guides de compétences sont classés par catégorie, donc il doit aller dans un autre magasin pour ses propres compétences. Ils conviennent de se retrouver plus tard, et en partant, il lui dit avec un avertissement que son budget est d'1 million, donc il lui conseille de ne pas tout dépenser, et elle est d'accord. Mais plus tard, quand ils se retrouvent, Alma traîne un énorme ours en peluche. Noël n'en revient pas qu'elle ait gaspillé l'argent alors qu'il l'avait prévenu de ne pas le faire. Mais elle se défend rapidement, montrant la compétence de perforation d'armure qu'elle a achetée, expliquant que c'est une compétence de projectile qui réduit de moitié la défense d'une cible, et cela lui a coûté 800 000, donc elle a dépensé les 200 000 restants pour s'offrir cet ours en peluche qui ressemble à Ted, car il va servir de remplacement pour Noël comme son oreiller de corps. Et cela rend Ted tellement chanceux. Elle lui demande alors s'il n'a rien acheté pour lui-même, et il dit que le livre qu'il voulait acheter était hors de son budget. Il explique ensuite qu'il avait repéré une compétence d'exorcisme qui peut anéantir instantanément les morts vivants, mais elle avait un prix exorbitant de 30 millions. Soudain, Noël aperçoit quelqu'un passer et sans beaucoup d'explications, il dit à Alma qu'il reviendra bientôt car il a des affaires à régler. Alma n'est pas ravie mais le laisse partir. Ensuite, nous voyons Noël dans un quartier louche de la ville rencontrer un gars nommé Loki. Noël demande pourquoi ils ont dû se rencontrer dans ce trou, soulignant qu'ils auraient pu parler n'importe où. Alors Loki dit qu'il marche sur une ligne fine et ne veut pas être repéré. Il remet ensuite à Noël une lettre contenant les informations que Noël avait demandées sur un certain prisonnier. Alors que Noël parcourt les infos, Loki lève un sourcil et demande si Noël est vraiment sérieux à propos de recruter un tueur qui avait toute la ville d'Ytray tremblante de peur. Noël est convaincu que Hugo a été piégé, c'est pourquoi il va enquêter et prouver son innocence. Loki secoue simplement la tête en qualifiant Noël de bizarre. D'abord, il a vendu ses compagnons de groupe comme esclaves, et maintenant il essaie de sauver un condamné à mort pour l'intégrer dans son groupe, alors il se demande à voix haute si Noël n'a pas quelques vices desserrés. Mais Noël, toujours aussi habile, le prend comme un compliment. Il remercie ensuite Loki pour les informations, ajoutant qu'il n'attendait rien de moins de Faceless, le meilleur informateur de la capitale. Avec un sourire en coin, Loki dit que la flatterie ne va pas l'emmener bien loin, tout en se transformant en différentes personnes comme si de rien n'était. Puis il explique calmement qu'il est un imitateur, une classe qui peut copier l'apparence de n'importe qui. Il se vante aussi de pouvoir s'infiltrer dans n'importe quelle installation sans problème, et Noël ajoute que même les évaluateurs ne peuvent pas vraiment comprendre ce que les imitateurs peuvent faire. Noël n'est même pas sûr que le visage qu'il regarde en ce moment soit vraiment celui de Loki, puis il remet le paiement pour l'enquête. Mais avant que Loki ne s'en aille, il donne à Noël des infos supplémentaires, parce que Noël est un habitué. Il lui fait savoir qu'une nouvelle drogue dangereuse se répand comme une traînée de poudre dans la région. Le high est imbattable, mais le revers de la médaille rend les gens si en colère qu'ils se poignardent les uns les autres à tout bout de champ. Noël ne peut s'empêcher de penser que seul un imbécile absolu pousserait une drogue comme ça, surtout puisque les Luciano vont sûrement sévir contre eux.
Mais ensuite, Loki dit que ceux qui distribuent à la drogue sont en fait une sous-famille des Luciano. Noël se souvient alors que ce territoire appartient à la famille Gambino, actuellement sous le contrôle d'Albert Gambino, et Loki ne mâche pas ses mots, qualifiant Albert de véritable psychopathe. Pendant ce temps, on passe à Alma, absolument furieuse que Noël ne soit pas encore arrivé. Elle mange compulsivement avec colère, pensant que Noël ne comprend vraiment rien aux femmes. Lisha remarque la frustration d'Alma et la scène passe à Noël se promenant dans les bas-fonds. Il pense au fait que l'ancien patron de la famille Gambino est mort et que maintenant son fils dirige les affaires. En regardant le désordre que les Gambino dirigent maintenant, Noël se sent dégoûté. L'ancien patron était un homme bien, même Finocchio le respectait et il n'aurait jamais permis que cette drogue dangereuse inonde les rues. En marchant, Noël aperçoit un mendiant aux traits inhabituels. Supposant que le gaz est un immigrant, Noël a pitié de lui, pensant que ce pauvre homme va mourir loin de chez lui. Par compassion, il laisse tomber une pièce en passant. Mais le mendiant, ne voulant clairement pas de charité, essaie de rendre la pièce pensant que Noël l'a laissé tomber par erreur. Puis, dans un moment de pure gêne, le mendiant avertit Noël que ce n'est pas un endroit sûr pour une fille comme lui. Noël, déjà irrité, rétorque qu'il est un homme, pas une fille, et le mendiant bafouille des excuses. Noël s'emporte alors, disant au gars qu'il ne veut plus de cet argent sale puisqu'il a été souillé par ses mains crasseuses. Il se retourne pour partir, mais l'idiot le poursuit, alors Noël s'énerve et le renverse d'un coup de pied, et avec un rictus, il lui dit de ne pas le toucher et de connaître sa place. L'homme maintenant au sol et regardant le rictus de Noël a un flashback de quelqu'un d'autre le traitant de la même manière, alors la colère monte en lui. Il dit alors qu'il n'aime pas se battre mais qu'il doit se défendre, et il prend une position de combat. Noël, remarquant que ce n'est pas juste un voyou de rue, réalise que le gars a des compétences. Le gars devient sérieux et avertit Noël de s'excuser, mais quand Noël refuse, il se jette sur lui. Noël esquive facilement et ils échangent des coups, mais Noël est clairement le plus fort. Le gars, respirant lourdement, est impressionné, disant que les mouvements de Noël sont terrifiants. Il se demande même à voix haute si Noël est une sorte de ninja. Noël explique ensuite que les ninjas sont une sous-classe d'éclaireurs que l'on trouve uniquement dans une nation insulaire à l'est, et il en déduit que ce gars doit venir de là. Il révèle ensuite au gars qu'il est en fait un parleur. Le garçon a l'air surpris, mais voyant à quel point Noël est coriace, il ne recule pas. Au lieu de cela, il libère son aura, prêt à attaquer, disant qu'il va maintenant utiliser ses véritables compétences. Noël est intrigué et pense qu'il a peut-être trouvé une perle rare avec celui-ci et adopte une posture de combat sérieuse pour tester les capacités du gars. Juste au moment où ils sont sur le point de s'affronter, un type à l'air loufoque, plus petit qu'un nain, se dandine et interrompt. Il appelle le gars par le nom de Cuba, lui demandant pourquoi il se bat alors qu'on lui a dit de rester tranquille. Pendant ce temps, nous passons à Lisha, qui est avec Alma. Elle découvre qu'Alma n'a toujours pas choisi de classe, et Alma passe en revue ses 4 options: assassin, tortionnaire, chasseur et bandit. Elle explique qu'elle a la plus forte affinité pour assassin et chasseur, mais Lisha souligne à quel point il doit être difficile de décider si elle veut combattre en première ligne ou non. Alma est d'accord, disant que cela dépend vraiment du reste de son groupe, c'est pourquoi elle a reporté sa décision pour l'instant. Lisha réfléchit alors à voix haute et se demande si Noël est peut-être en train de chercher de nouveaux membres pour son groupe. De retour dans les bas-fonds, le petit gars commence à gronder Cuba pour ses actions et il utilise la bague sur sa main pour le punir. Noël réalise rapidement que Kuga a dû prêter un serment de soumission à ce type et que la bague permet à celui qui la porte de contrôler celui qui a prêté le serment. Il souligne que l'utilisation d'un tel dispositif est illégale, sauf bien sûr si la personne est un esclave. Puis un petit gars, plus petit qu'une saucisse, demande à Noël qui il est, et naturellement il fait l'erreur classique de supposer que Noël est une fille. L'idiot essaie même d'être un peu trop pervers, mais Noël le remet vite à sa place avec un coup de pied rapide. Noël sort ensuite son pistolet, le pointant directement sur le petit crétin, et demande d'où il vient. Le gars admet qu'il vient de Soldalen, mais refuse d'expliquer pourquoi il est ici. Bien sûr, Noël n'en a rien à faire, alors avec un peu de persuasion supplémentaire, le gars finit par dire la vérité. Il dit qu'il a dû fuir Soldalen parce qu'il s'est fait prendre à diriger un cercle de combat clandestin pour la famille Alembert, et qu'il détournait des bénéfices. Noël met les pièces ensemble, réalisant que le gars se cache ici parce que la famille Gambino est plus puissante que les Alembert et qu'ils ne peuvent pas l'atteindre dans ce territoire. Noël demande si Kuga est son gladiateur, et le gars le confirme. Noël comprend son plan, il va forcer Kuga à se battre dans un cercle clandestin visant l'argent du prix pour revenir dans le business. Le gars admet que Noël a tout compris, mais il pense toujours que Noël est une femme, alors il demande s'il est impliqué dans les combats. Noël le corrige, disant qu'il est un chercheur, et d'ailleurs un homme. La révélation soudaine du genre choque complètement le petit gars, ce qui énerve encore plus Noël. Noël pense qu'il n'y a personne qui se souciera s'il tue ce type. Après tout, la famille Alembert ne va pas chercher un voleur en fuite. De plus, Kuga serait libre une fois que le type ne serait plus là. Noël appuie alors sur la gâchette, mais on ne voit pas où la balle atterrit. Pendant ce temps, Lisha, la briseuse de ménage, discute avec Alma, mentionnant que l'affiche de recrutement de Noël est toujours sur la place de la ville, donc peut-être que quelqu'un l'a contacté.
Alma, toujours agacée que Noël soit parti au milieu de leur rendez-vous, admet que c'est typique de Noël, mais Lisha plaisante en disant qu'il est peut-être en train de recruter un nouveau membre prometteur en ce moment. Alma ne s'en soucie pas car elle est convaincue qu'elle est la seule partenaire dont Noël a besoin. Mais elle prévient que si quelqu'un d'autre se présente, elle le tuera. Nous voyons ensuite que Noël manque intentionnellement sa cible lorsqu'il tire, puis sourit et dit au petit homme, Miguel, de filer, lui donnant 10 secondes d'avance. Miguel réveille frénétiquement son serviteur, et alors qu'ils se préparent à partir, Noël réfléchit qu'un gars comme Kuga n'a pas besoin d'être secouru, car il est plus que capable de se libérer tout seul. Puis, en les regardant fuir, il murmure qu'il n'a pas besoin d'un chien affamé dans son groupe, il lui faut un vrai loup féroce. Plus tard, Noël retourne voir Alma, mais il est surpris de trouver Lisha là aussi. Il lève un sourcil, demandant pourquoi elle est là. Elle le remercie simplement pour le repas, mais Noël rétorque qu'il n'a jamais dit qu'il paierait. Alors Lisha lui lance un regard, se demandant s'il ne va même pas s'excuser d'avoir annulé leur rendez-vous. Alma, visiblement irritée, intervient en disant qu'elle aurait mangé seule si Lisha n'était pas venue. Sentant sa frustration, Noël cède et accepte de payer l'addition pour elles deux. Alors qu'ils s'installent avec un café, Lisha demande nonchalamment si Noël était sorti recruté pour son groupe. Cela fait penser à Kuga, mais il s'en détourne, disant que non, il était sorti pour autre chose. Il se tourne ensuite vers Lisha, demandant si elle a entendu parler d'une drogue dangereuse qui circule récemment. Lisha hoche la tête et demande pourquoi il est curieux. Noël explique que la drogue est incroyablement puissante, mais qu'elle a un effet secondaire désagréable qui déclenche une rage incontrôlable. Il mentionne que cela se propage sans contrôle et demande à Lisha de dire à la bande de Wolf de rester en alerte. Lisha trouve étrange que Noël se préoccupe d'eux et il balaie cela en disant qu'il partage simplement des informations en tant que partenaire commercial. Lisha se lève alors pour partir, disant qu'il est temps pour elle de se mettre au travail. Elle se tourne vers Alma, disant qu'elle devrait se revoir, mais la prochaine fois, pas en tant que partenaire d'affaires, mais en tant qu'amie. Alma s'illumine à cette idée, suggérant qu'elle devrait être les meilleurs amis. Lythia est d'accord et invite ensuite Noël à les rejoindre, mais il la repousse d'un geste, lui disant de partir. Après son départ, Noël réfléchit au fait que même Lythia a entendu parler de cette drogue, il est probable qu'elle se répande au-delà du territoire de Gambino, et il espère que cela ne deviendra pas un problème majeur. La scène se déplace ensuite à la base de la famille Gambino, où Miguel et Kuga sont maintenant captifs. Ils se tiennent devant l'imposant Albert Gambino, le chef impitoyable de la famille. Albert remarque alors qu'il ne peut pas les laisser s'en tirer après avoir volé à la famille Alembert, ajoutant que le chef des Alembert a ordonné que Miguel soit remis dès qu'il sera trouvé. Et Miguel réalise que c'est la dernière personne par qui il voudrait être attrapé parce qu'il sait qu'Albert Gambino n'est pas seulement dangereux, c'est un véritable fou, pratiquement un diable incarné. Albert cependant dit que ce serait trop ennuyeux de simplement le livrer, ajoutant qu'il n'a aucun intérêt à travailler pour une famille de province comme les Alembert. Miguel, voyant une opportunité, essaie de s'en sortir par le charme, convenant qu'une famille noble comme les Gambino ne devrait pas s'abaisser à servir les humbles Alembert. Albert est d'accord et avec une lueur malicieuse dans les yeux, dit qu'il a une bien meilleure idée. Il les remettra aux Alembert sous forme de jouets en peluche. Miguel le regarde et essaie horrifié de comprendre ce qu'Albert veut dire jusqu'à ce qu'Albert le précise. Il va les écorcher vifs, emballer leurs restes dans des sacs et les offrir aux Alembert. Le visage de Miguel se vide de couleur tandis que Kuga se sent étrangement soulagé. Il pense que peut-être maintenant, il obtiendra enfin la mort qu'il espérait. Mais avant qu'Albert ne puisse exécuter son plan, le chef du village de Midza arrive, désespéré de lui parler d'une dette urgente. Le chef explique sa situation et Albert apprend rapidement que le chef avait l'intention de rembourser, mais un chercheur voyou nommé Noël l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Selon le chef, il a essayé de résister, mais Noël a pris sa femme et sa fille en otage et lui a crevé un œil, ne lui laissant pas le choix. Il ajoute que Noël lui a dit que s'il avait de l'argent à donner aux insignifiants Gambino, il ferait mieux de le lui remettre à la place. La colère d'Albert mijote tandis que le chef continue, essayant d'attiser sa fureur contre Noël pour sauver sa propre peau. Albert annonce que ce Noël devra effectivement être traduit en justice pour son audace. Cependant, il dit ensuite au chef qu'il attendra son paiement. Et bien que le chef soit soulagé, Albert ajoute qu'il devra tout de même faire face aux conséquences du retard. Le chef mentionne alors désespérément qu'il n'a plus d'argent, mais Albert le sait déjà et déclare calmement qu'il prendra simplement le bras droit du chef à la place. Il jette ensuite un coup d'œil à Kuga, connu comme un long sabreur, quelqu'un de doué pour découper les choses, et lui demande de retirer le bras du chef en utilisant seulement sa propre béquille en bois. Miguel ordonne rapidement à Kuga de se dépêcher et de suivre le commandement d'Albert. Mais juste avant que Kuga ne commence, Albert prend nonchalamment une drogue pour se plonger dans un état d'euphorie, souriant qu'il a besoin de son médicament pour pleinement apprécier le carnage. Alors que Kuga s'avance pour trancher le bras du chef, le chef ricane, pensant qu'il est impossible que Kuga y parvienne avec un bâton. Mais Kuga coupe sa main comme si de rien n'était. Impressionné par cette compétence brutale, Albert est ravi, et Miguel saisit l'occasion, affirme fièrement que Kuga est un gladiateur qu'il a personnellement formé et l'offre à Albert comme un cadeau d'amitié. La scène change ensuite,
et nous voyons Kuga revêtir une nouvelle armure alors qu'il devient l'esclave d'Albert. En s'équipant, les souvenirs affluent. Sa mère était autrefois connue pour sa beauté, et son père était un marchand prospère. Ils avaient une bonne vie, et une fois, lorsqu'ils ont visité un temple pour prier pour un enfant en bonne santé, ils ont été attaqués par des bandits. Les bandits ont frappé son père jusqu'à l'inconscience, et quand il s'est réveillé, il a été dévasté de trouver sa femme violée et traumatisée. Cet incident plongea la mère de Kuga dans le désespoir, et des mois plus tard, elle le mit au monde. Mais le père de Kuga regardait l'enfant avec ressentiment, à peine capable de le voir comme le sien. Un jour, alors que la mère de Kuga s'occupait de lui, elle demanda tristement à son père de regarder leur fils, mais son père ne fit que murmurer des doutes, l'enfonçant encore plus dans la dépression. Cette même nuit, la mère de Kuga mit fin à ses jours, et à partir de ce moment, son père se noya dans l'alcool. Kuga, désespéré de recevoir un peu d'affection parentale, a essayé de se rapprocher de son père, mais a été repoussé à chaque fois. Même les domestiques le regardaient avec mépris, pensant qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il meure avec sa mère. Kuga a grandi en se sentant indésirable, et un matin, il s'est réveillé pour se retrouver sur un bateau, réalisant bientôt qu'il avait été vendu comme esclave. C'est là qu'il a rencontré Miguel pour la première fois, qui s'est présenté comme son maître. Miguel l'a ensuite jeté dans le monde brutal des combats de gladiateurs clandestins. Et quand Kuga a remporté son premier combat, Miguel l'a félicité. Et ce moment a fait pleurer Kuga, car c'était la première fois que quelqu'un lui donnait son approbation. Mais le bonheur fut de courte durée, car il réalisa rapidement qu'il n'était toujours rien de plus qu'un esclave. De retour au présent, Kuga se tient prêt dans son nouvel équipement, se préparant à affronter le destin qui l'attend. La scène se déplace ensuite vers Noël, attendant dans un vieux bâtiment, demandant à Loki pourquoi il l'a convoqué ici. Loki lui dit que c'est parce qu'il est un client précieux et qu'il voulait partager des infos gratuites. Et il révèle que la famille Gambino veut sa tête. Il expose ensuite toute la situation et Noël réalise rapidement qu'Albert Gambino a dû avaler les mensonges du chef du village de Mint. Et maintenant, il le traque. Noël pense qu'Albert doit être un imbécile pour tomber dans un tel piège. Et Loki acquiesce, qualifiant le patron des Gambino de fou total qui agit uniquement par impulsion plutôt que par logique. Noël commente alors qu'il a entendu dire que l'ancien patron Gambino était un homme d'honneur, et il ne comprend pas comment quelqu'un comme ça aurait pu confier son héritage à Albert. Loki explique que c'est peut-être parce qu'Albert était son seul fils, bien qu'il soit en réalité un bâtard d'une relation précédente, seulement intégré à la famille lorsqu'il a atteint l'âge adulte. Soudain, Noël entend les pas lourds de quelqu'un armé qui approche, et il réalise rapidement que Loki l'a trahi. Loki le regarde avec regret et s'excuse. Alors Noël lui dit que trahir un client en tant qu'informateur ruine complètement sa réputation de pro, et Loki le sait. Mais il admet qu'il accorde plus de valeur à sa vie qu'à son travail, disant qu'il a assez d'argent pour quitter la ville et recommencer ailleurs. Mais Noël reste impassible et souligne une faille dans le petit plan de Loki, puis il pointe calmement son arme sur lui et dit qu'il n'y a aucune raison de le laisser en vie. Noël ajoute ensuite que c'est dommage car il ne détestait pas vraiment Loki. Loki dit qu'il ressent la même chose, et il accepte étonnamment son sort avec une résolution calme. Noël demande curieusement pourquoi il accepte soudainement la mort alors qu'il était si désespéré de l'éviter il y a quelques instants. Loki répond qu'il vient de réaliser que ce n'était pas Noël qui l'avait trahi ce soir, mais sa propre fierté en tant qu'informateur. Impressionné par ce changement, Noël baisse son arme et décide de l'épargner. Il dit ensuite à Loki qu'il n'a pas besoin de quitter la capitale, déclarant qu'il va abattre toute la famille Gambino lui-même, et ajoute que Loki peut rester ici et reconstruire sa fierté directement dans la ville. Loki est visiblement soulagé, les larmes coulant sur ses joues, tandis que Noël lui dit calmement de partir. Loki obéit, et une fois seul, Noël boit une potion de combat, expliquant qu'elle augmente ses pouvoirs de combat pendant 10 minutes, mais que le contre-coup ensuite est vraiment terrible. Juste à ce moment-là, l'assassin arrive, et à la surprise de Noël, c'est Kuga. Noël remarque que Kuga a clairement gravi les échelons, et Kuga répond sèchement que cela ne regarde pas Noël. Noël hausse les épaules et suggère qu'il commence, en remarquant qu'au moins cette fois, ils ne seront pas interrompus. Mais Kuga admet qu'il préférerait ne pas se battre contre Noël, et se rappelle même qu'il lui doit encore une pièce d'argent. Alors Noël sourit et se demande si cela signifie qu'il va simplement le laisser partir. Mais Kuga secoue la tête et dit qu'il ne peut pas désobéir à son maître. Mais même sur le terrain, Kuga se présente formellement, révélant son rang C et sa compétence spéciale et la découpe. Noël réalise rapidement que Kuga essaie de garder les choses équitables en partageant son aptitude. Mais Noël n'a pas besoin de sa sympathie, alors il rend l'appareil en annonçant que son propre tour est d'utiliser des compétences sans coût en point de magie. Il tire alors quelques balles, mais Kuga les évite facilement et contre-attaque, obligeant Noël à esquiver également. Noël change de tactique et tire un coup enflammé, pensant que Kuga, étant un type physique de première ligne, n'a probablement pas de résistance au feu. Mais Kuga tranche à travers les flammes, laissant Noël stupéfait. Il réalise que Kuga a dû couper l'air lui-même, créant un vide et privant le feu d'oxygène pour qu'il ne puisse pas brûler. Les deux s'affrontent ensuite dans un échange rapide de coups, et à un moment donné, Noël tente un coup bas, visant les bijoux de famille de Kuga, mais Kuga esquive et le réprimande pour se battre de manière déloyale. Noël rétorque que dans un combat à mort, il n'y a pas de règle, il déploie ensuite une grenade éclair, aveuglant temporairement Kuga, mais Kuga le repousse en envoyant des coups précis dans toutes les directions.
En observant la précision de Kuga malgré son incapacité à voir, Noël réalise que Kuga a dû préparer une attaque dans l'air plus tôt, prête à être déclenchée à tout moment, et que cela doit être son aptitude à trancher en action. Kuga attaque alors les yeux fermés, alors Noël essaie de l'étourdir avec son hurlement étourdissant. Mais Kuga s'en débarrasse comme si de rien n'était. La tentative échouée fait trébucher Noël en arrière et il perd l'équilibre, tombant du bord du bâtiment, choqué que son hurlement ne l'ait pas affecté. Une fois que Noël reprend conscience à la base du bâtiment, Kuga se tient au-dessus de lui, épée dégainée, déclarant sa victoire. Il admet que Noël a été son meilleur adversaire jusqu'à présent, mais Noël exige de savoir pourquoi Kuga ne termine pas le travail et lui rappelle les ordres de Gambino de mettre fin à sa vie. Noël saisit alors la lame avec colère, accusant Kuga de s'adoucir, et il avertit que la pitié n'a pas sa place ici, et qu'Albert Gambino n'épargnera pas Kuga s'il échoue dans sa mission. Kuga hésite, incertain s'il peut aller jusqu'au bout, mais Noël soutient qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie elle-même. Alors Kuga se demande avec scepticisme si Noël essaie de se sacrifier pour le laisser vivre. Mais avant qu'il puisse décider, des aiguilles traversent l'air. Kuga esquive de justesse et Alma apparaît. Noël est soulagé de la voir, mais il s'effondre car l'effet de la potion s'estompe et il se souvient avoir invoqué Alma via le lien en la buvant. Alma demande alors froidement à Noël si elle peut tuer Kuga et il lui en donne la permission. Alma se jette sur Kuga qui part son attaque et affirme qu'il ne veut pas blesser une femme. Mais Alma ricane, affirmant qu'elle est plus forte que lui. Leurs lames s'entrechoquent alors furieusement tandis que Kuga la nargue, disant qu'elle l'a seulement pris par surprise plus tôt, et même alors n'a pas pu l'achever. Souriante face à son arrogance, Alma rétorque qu'elle ne le laissera pas mourir si facilement. Alors elle active son quintuple axel, choquant Kuga par sa vitesse, mais il parvient tout de même à bloquer ses attaques. Réalisant la nécessité de se concentrer, Kuga ferme les yeux pour activer Calm Sense, une compétence qui aiguise ses sens. Alma attaque alors sans relâche à grande vitesse, mais Kuga contre chaque mouvement avec précision. Noël se souvient alors que Calm Sense est une compétence qui aiguise les sens de l'utilisateur lorsqu'il ferme les yeux, il comprend donc pourquoi aveugler Kuga avait échoué plus tôt. Il réfléchit amèrement au fait qu'il y aura toujours quelqu'un de plus fort que lui, et en tant que parleur, il y a des sommets qu'il ne peut tout simplement pas atteindre, mais il se débarrasse de l'apitoiement sur lui-même, car il n'y a pas de temps pour ça. Et s'il ne peut pas atteindre le sommet par lui-même, il n'y a qu'un seul chemin à suivre, conquérir le plus fort pour devenir le plus fort. Pendant ce temps, Alma change de stratégie et active sa compétence mortelle poison de sang, avec l'intention de tuer Kuga. Voyant sa détermination, Kuga abandonne ses hésitations et décide qu'il ne peut plus la considérer simplement comme une femme et se prépare à activer sa compétence d'élimination instantanée. Mais avant que la situation ne dégénère davantage, Noël tire une balle éclair dans le ciel, ordonnant à Alma de battre en retraite. Elle proteste, manifestement mécontente de l'idée, mais Noël rétorque que c'est un ordre. Il dit aussi à Kuga de partir, avertissant qu'il a appelé la police militaire. Noël ajoute qu'Albert Gambino sera furieux si Kuga échoue dans sa mission et se fait arrêter. Réalisant que Noël a raison, Kuga accepte à contre-cœur et commence à partir. Mais avant qu'il ne parte, Noël l'arrête avec un message pour Albert, alors Kuga écoute attentivement. La scène se déplace ensuite vers Albert dans son manoir, remettant à Kuga une boîte cadeau, et lorsque Kuga l'ouvre, il trouve la tête coupée de Miguel le fixant. Albert explique froidement que Miguel devait payer pour son échec, et avertit Kuga que c'est sa dernière chance, car il n'y a plus personne pour prendre le blâme à sa place maintenant, et Kuga promet d'exécuter ses ordres parfaitement la prochaine fois. Alors qu'il s'apprête à quitter la pièce, il s'arrête pour délivrer un message de Noël. Le message de Noël est cinglant, son motif est de faire payer les gens 1000 fois plus, et il jure d'écraser personnellement la famille Gambino. Il défie même Albert de venir le chercher directement s'il ne peut pas supporter l'insulte. Albert, visiblement enragé, se demande si Noël a vraiment dit cela ou si Kuga l'invente, le comparant au chef menteur du village de Minsk. Kuga confirme le message et Albert, riant de manière maniaque, déclare qu'il tuera Noël lui-même, puis il ordonne à Laios de rassembler les soldats immédiatement. Alors que Laios et Kuga quittent la pièce, Laios remarque que Kuga est peut-être allé trop loin. Kuga s'excuse, mais Laios creuse plus profondément, se demandant si Kuga est contrarié par la mort de Miguel. Kuga rejette l'idée, qualifiant Miguel de maître minable, et admet plutôt qu'il trouve Noël incroyable, et ajoute que malgré le fait d'être un parleur, la classe la plus faible qui existe, Noël a réussi à lui tenir tête. Kuga réfléchit alors à la façon dont Noël a dû se pousser à l'extrême pour atteindre cette force, bien qu'il doute encore qu'un parleur puisse battre un type de combat comme lui. Pourtant, ce qui l'a le plus frappé, ce sont les yeux de Noël, car ils brûlent d'une sorte de conviction qui donne l'impression que personne ne pourrait jamais le vaincre. Laios le taquine alors en accusant Kuba de tomber amoureux de Noël, mais Kuba est embarrassé et nie rapidement tout intérêt romantique. Mais Léos rit, expliquant que l'admiration entre hommes est normale car il s'agit de respecter les compétences de quelqu'un au point de se sentir obligé de le suivre. Léos se tourne alors pour partir, disant que Kuba comprendra un jour, mais Kuba demande curieusement si Léos a déjà ressenti cela. Alors Léos s'arrête, se remémore un souvenir et admet avec un ton nostalgique que cela lui est arrivé il y a longtemps.
Le lendemain, Albert entre fièrement dans la taverne où se rassemblent les chercheurs, à la recherche de Noël. Dès qu'il l'aperçoit, Albert l'évalue, pensant que Noël ressemble à une femme essayant de se moquer de lui. Prenant une gorgée de la boisson sur la table, Albert grimace et déclare que c'est dégoûtant, raillant que c'est exactement le genre d'ordure qu'il attendrait de pauvres chercheurs. Noël réplique sans se laisser perturber, avec une pique acérée, soulignant le manque de manière d'Albert et le qualifiant de honte pour le nom Gambino. Puis, avec un sourire en coin, Noël feint des excuses, déclarant à haute voix qu'Albert n'a rejoint la famille qu'à l'âge adulte. Et il ajoute sournoisement que le patron qu'il a élevé devait être terrible pour dresser ses chiens. Albert perd son calme, criant au visage de Noël, mais Noël le fait taire avec une remarque sur son haleine fétide, lui disant de reculer. Albert menace alors furieusement de déchirer la bouche impertinente de Noël et jure de s'assurer qu'il ne profitera plus jamais de la nourriture. Noël réplique avec un sourire narquois qu'Albert n'a le courage d'aboyer que parce que ses sbires sont présents. Albert perd alors le contrôle et se jette sur Noël, mais Logan intervient et l'arrête net. Logan rappelle à Albert que la violence est strictement interdite ici, peu importe son problème avec Noël, et il explique fermement que ce bar est un refuge pour les chercheurs et que les étrangers n'ont pas le droit de faire la loi. Albert tente étrangement de faire valoir son autorité, et demande à Logan s'il a la moindre idée de qui il a affaire, mais Logan répond calmement qu'il le sait, tout en soulignant que les chercheurs protègent leur fierté, et qu'Albert ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur ici. Albert ordonne alors avec colère à ses sbires de massacrer tout le monde présent, ce qui pousse Léos à faire remarquer avec désinvolture que, certes, il pourrait le faire. Mais il se demande ce qu'Albert compte dire à Papa Luciano s'il fait cela. Se penchant, Léos lui rappelle à voix basse que Papa Luciano le surveille déjà de près à cause du problème de drogue. Donc s'il va de l'avant et élimine publiquement des seekers en plus de ça, tout le pays ne détournera pas le regard et ce sera la fin pour nous tous. Et il ajoute froidement que si Albert est vraiment déterminé, il peut toujours donner l'ordre à nouveau. Albert hésite, visiblement ébranlé, et Noël le traite silencieusement de lâche pour trembler à l'idée de la colère de Papa Luciano ou de la nation, et il ricane qu'Albert n'a rien à faire à la tête d'une organisation s'il est aussi mou. La colère d'Albert monte, mais avant qu'il n'explose, Noël l'avertit que s'il ne se calme pas, le vin empoisonné qu'il vient de boire s'en chargera pour lui. Albert se fiche de choc, accusant Noël de bluffer, puisqu'il n'y a aucun moyen que Noël ait pu savoir qu'il boirait ce vin en particulier. Alors Noël dit calmement qu'il ne savait pas, mais que si Albert le buvait, il gagnerait quelque chose, et que s'il ne le buvait pas, il n'y avait rien à perdre. Albert essaie alors désespérément de vomir le vin, mais Noël l'informe calmement que c'est inutile, car le poison est déjà dans son système et qu'il est aussi bon que mort. Alors Albert sort paniqué de la taverne, cherchant frénétiquement un médecin. À l'intérieur, Léos sourit et félicite Noël pour ses talents de bluff, puis il prend une gorgée du même vin et le déclare excellent, prouvant que le poison était une pure invention. Il remarque que l'évaluation de Noël par Cuba était exacte et le paie pour le vin, ajoutant d'un ton calme mais ferme qu'il laissera passer cet incident, mais que Noël doit quitter la capitale immédiatement. Lorsque Noël demande ce qui se passerait s'il refusait, Léos répond avec une certitude glaciale qu'il n'aurait pas d'autre choix que de le tuer. Alors Noël accepte de partir et sort de la taverne. Plus tard, Noël et Alma sont vus quittant la capitale. Alma s'émerveille de la façon dont tout s'est déroulé exactement comme Noël l'avait prédit, mais Noël la met en garde que c'est bien trop tôt pour commencer à célébrer, car la véritable bataille ne fait que commencer. Alma est d'accord, disant qu'ils reviendront dans une semaine, mais qu'en attendant, elle prévoit de s'entraîner dans les montagnes. Noël mentionne également avoir quelque chose à enquêter, et les deux se séparent avec la promesse de se retrouver après une semaine. Une semaine plus tard, Noël et Alma sont de retour face à Albert et sa bande. Albert, stupéfait, n'arrive pas à croire que Noël ait osé revenir si tôt. Noël se moque de lui avec une réplique cinglante, lui disant d'arrêter d'aboyer et de montrer de quoi il est capable. Alors Albert ordonne furieusement à ses sbires de déchirer les membres de Noël, jurant de rendre sa mort lente et atroce. Mais à sa grande surprise, ces hommes ne bougent pas, alors Albert, confus, demande une explication, mais il reste silencieux. C'est alors que Noël informe Albert que ses actions insensées lui ont retiré le droit de diriger. L'histoire remonte alors de quelques jours, nous plongeant dans une scène où les sbires d'Albert se plaignent de leur situation misérable. Ils en ont assez, disant qu'ils ne peuvent plus continuer à suivre les ordres tordus de leur patron fou. Récemment, Albert leur avait ordonné de massacrer le chef du village de Mint et toute sa famille de manière atrocement cruelle. Une tâche qui a même fait frémir ces criminels endurcis. Ils ne peuvent pas supporter ce qui est arrivé à la petite fille, admettant qu'ils ont rejoint ce milieu parce qu'ils admiraient la chevalerie de l'ancien patron, pas pour s'en prendre aux sans-défense. Alors, ils se sont tournés vers Laios avec frustration, lui demandant s'il pouvait intervenir. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Noël est intervenu, les exhortant à cesser de se chamailler. Puis ses yeux se posèrent sur une libellule en bambou qu'il tenait, et sa colère monta car c'était la preuve que la petite fille était morte. Laios rappelle alors à Noël qu'il était censé avoir quitté la capitale. Alors Noël, avec un sourire en coin, rétorqua qu'il était parti, mais seulement pour une semaine, et appela cela de petites vacances agréables. Laios n'était pas amusé et exigea de savoir si Noël comprenait ce qu'il faisait. Noël confirma calmement qu'il comprenait, et tendit à Laios un morceau de papier, le laissant visiblement choqué. Le récit nous ramène ensuite en arrière.
révélant l'histoire derrière ce papier. C'était l'acte de naissance d'Albert, que Noël avait obtenu de Loki. Loki a révélé que la mère d'Albert était mariée à un autre homme, ce qui signifie que l'affirmation d'Albert d'être le fils illégitime de l'ancien patron était un mensonge total. Bien sûr, sa mère avait eu une liaison avec l'ancien patron, mais le certificat indiquait clairement qu'Albert était né bien après son mariage, ce qui prouvait qu'il n'était pas le fils du patron. Quand Noël a demandé si l'ancien patron le savait, Loki a supposé qu'il le savait probablement, mais qu'il avait quand même continué la mascarade par loyauté ou par des sentiments persistants pour son ancienne amante. Noël a ensuite assimilé l'information et a dit à Loki qu'ils étaient quittes maintenant, en référence au moment où Loki avait essayé de le tuer. Mais avant de se séparer, Noël a donné à Loki une nouvelle tâche, enquêter sur la mort de l'ancien patron et retrouver le médecin qui a assisté à ces derniers moments. Loki comprit rapidement, réalisant que Noël soupçonnait un acte répréhensible. Alors Noël remarqua calmement que si son intuition était correcte, il avait tout ce qu'il fallait pour détruire Albert. De retour au présent, Laios confronte Albert avec deux questions pressantes. D'abord, il lui demande franchement si Albert est vraiment le fils de l'ancien patron en lui mettant un certificat de naissance sous le nez. Le visage d'Albert se fige de stupeur, mais Laios ne s'arrête pas là et demande s'il a empoisonné l'ancien patron à mort en déguisant cela en maladie naturelle. Albert essaie de le nier, affirmant qu'il n'y a pas de preuves, mais Noël intervient, le coupant avec une réplique cinglante, disant que la preuve n'est pas nécessaire quand le médecin qui a tout vu a déjà tout révélé. Noël révèle que le médecin a avoué qu'Albert l'avait soudoyé pour qu'il garde le silence sur les symptômes suspects qui indiquaient un empoisonnement. Albert est acculé et essaie de traiter Noël de menteur, mais Noël sourit et dit que les bavards comme lui ont une compétence appelée confession qui force les gens à admettre leurs crimes. Et il explique calmement qu'il l'a utilisé sur le docteur. Et la vérité est sortie. Albert est maintenant visiblement acculé, alors Laios précise qu'ils ne le suivront plus, disant qu'il a perdu à la fois leur respect et toute prétention au leadership. Albert essaie de se justifier, disant que l'ancien patron lui a volontairement cédé le poste. Mais Laios ricane, lui rappelant que c'était seulement après qu'il ait tué le patron de sang-froid. Mais malgré tout, Laios offre à Albert une dernière chance par respect pour l'ancien patron, un duel en tête-à-tête avec Noël. Et si Albert gagne, il sera reconnu comme le patron. Albert cependant sait que ses chances sont minces, alors Laios lui permet de choisir un remplaçant pour se battre en son nom, et il peut choisir n'importe qui par mieux. Albert rétorque qu'il n'a pas à les écouter. Mais à ce moment-là, Finocchio fait irruption, réduisant Albert au silence avec une réprimande cinglante, et déclarant qu'il sera le témoin du duel. Finocchio ajoute aussi qu'il attendait depuis longtemps une occasion de se débarrasser d'Albert, alors quand Noël a proposé ce plan, il a sauté sur l'occasion. En plus de cela, si Noël gagne, Finocchio le récompensera avec 50 millions. Albert accuse alors furieusement Finocchio d'avoir orchestré toute l'affaire, mais Finocchio le nie catégoriquement et rétorque qu'il en a assez des plaintes incessantes d'Albert et crie à Albert d'arrêter de perdre du temps et de choisir quelqu'un pour se battre à sa place, à moins qu'Albert ne veuille faire face à des conséquences bien pires de la part de Finocchio. Alors Albert accepte à contre-cœur de choisir un remplaçant. Finocchio expose alors la situation. Si le combattant choisi par Albert gagne, il sera de nouveau reconnu comme le chef de la famille Gambino. Et en prime, Finocchio promet d'ignorer le désordre qu'Albert a causé à la taverne secrète, mais il avertit Albert de prendre sa décision rapidement. Albert parcourt alors la salle du regard avant de finalement choisir Kuga pour se battre en son nom. Noël cependant avait déjà anticipé ce mouvement car après tout, bien que Kuga ne soit peut-être pas le plus fort ici, il est lié par un serment de subordination, ne lui laissant pas d'autre choix que d'obéir à Albert, même s'il voulait autrement. Alma voit alors cela comme une chance de revanche, pour prouver qu'elle est plus forte que Kuga, mais Noël la pousse de côté, insistant pour s'en occuper lui-même. Alma essaie de le dissuader, certaine que Noël ne peut pas gagner contre Kuga, mais Noël reste confiant et lui dit de s'asseoir et de le regarder en action. Puis, lorsque Noël s'avance pour affronter Kuga, il remarque rapidement l'excitation de Kuga, et bien qu'il n'ait rien à gagner, Kuga semble ravi de l'opportunité de le combattre à nouveau car pour Kuga, c'est une occasion en or. Kuga suppose alors que Noël doit avoir un plan en tête s'il est si déterminé à se battre personnellement, et il est impatient de découvrir exactement ce que Noël a prévu. Les deux adversaires se préparent, puis se précipitent l'un vers l'autre, mais Noël saute dans les airs et tire une balle de glace. Kuga parvient à la dévier, mais l'impact crée un mur de glace imposant qui les entoure, bloquant la vue du combat pour tous ceux à l'extérieur. Alors que la bataille se déroule, Noël continue de se déplacer pour éviter les coups incessants de Kuga, et lorsqu'il parvient enfin à créer une certaine distance, Kuga adopte une posture signalant son éclair vif. Cette technique amplifie la puissance d'attaque de Kuga par 7 une fois qu'il dégaine son épée, ce qui signifie que si Noël s'approche trop, il risque d'être coupé en deux. Pourtant, Noël reste impassible car il a déjà préparé le terrain pour la victoire. À la stupéfaction de Kuga, Noël jette son pistolet de côté, affirmant qu'il est à court de munitions. À la place, il sort un poignard, déclarant qu'il va terminer le combat. Mais avant d'engager, Noël lâche quelque chose de manifestement insensé. Il dit que les épluchures d'orange peuvent être utilisées pour enlever les taches de graisse tenaces. Kuga, déconcerté par ce commentaire insensé, exige de savoir de quoi parle Noël.
Mais Noël comptait sur cette distraction, l'utilisant pour exploiter une ouverture dans les défenses de Hyuga. Maintenant, Hyuga hésite, méfiant d'un éventuel piège caché, et l'hésitation est tout ce dont Noël a besoin. Finalement, Hyuga frappe, taillant le bras de Noël, mais tout cela fait partie du plan de Noël. Noël laisse l'épée de Hyuga le frapper, piégeant la lame dans son bras juste assez longtemps pour la lui arracher. Choqué par l'audace de Noël, Hyuga grogne d'incrédulité. Mais désarmer Hyuga ne suffit pas à mettre fin au combat, car Hyuga repousse Noël avec une force brute et se précipite pour récupérer son arme avant qu'elle ne touche le sol. Et dans un mouvement fluide, il lance une frappe dévastatrice qui brise le dôme de glace autour d'eux, envoyant Noël voler. Mais Noël n'est pas encore à terre. Alors qu'il tombe, Hyuga voit une opportunité et fonce pour porter le coup fatal. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que son coup frappe non pas Noël, mais une balle de glace que Noël avait cachée dans sa poche. L'effet de congélation de la balle se propage instantanément, immobilisant Hyuga dans une gaine de glace solide. Chaque mouvement que Noël a fait dans le combat avait été calculé pour attirer Hyuga dans ce moment d'inattention. Avec Hyuga figé sur place, Noël saisit l'occasion de finir les choses. Alors il saute dans les airs et donne un coup de pied puissant, mettant Hyuga KO. Retour en arrière, nous voyons que depuis l'enfance, Hyuga n'a jamais pu se défendre. Sans personne pour s'occuper de lui, il était impuissant, incapable de se battre contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais sa vie a pris un tournant sombre lorsqu'il est devenu gladiateur, forcé de se battre pour sa survie. Il détestait chaque instant, pourtant ses combats à mort l'ont forgé en quelqu'un de plus fort. Cependant, peu importe la force qu'il a acquise, au fond de lui, il restait ce même enfant timide qui ne pouvait pas se défendre. Donc tout ce qu'il pouvait faire était de suivre les ordres. De retour au présent, le combat est terminé et Noël est déclaré vainqueur. Hyuga est allongé sur le sol, vaincu, souhaitant silencieusement pouvoir être aussi fort que Noël, car malgré son côté bavard, Noël n'a jamais laissé personne piétiner sa liberté ou ses idéaux. Hyuga sait qu'il ne se relèvera pas de sitôt, mais avec le vainqueur du match déjà décidé, Albert perd officiellement tous ses droits de se proclamer chef de la famille Gambino. Noël ayant terminé sa mission, appelle Finocchio, lui disant qu'il en a fini ici et que ce qui arrive à Albert maintenant dépend entièrement d'eux. Mais avant que Noël ne parte, Lios s'avance pour complimenter ses incroyables compétences en combat et le remercie d'avoir enfin réglé le cas d'Albert. Lios ajoute que si Noël a besoin d'aide, il serait plus qu'heureux de lui donner un coup de main, mais Noël refuse, affirmant fermement qu'il ne veut plus avoir de lien avec la famille Gambino. Plus tard, Noël et Alma se retirent dans un bâtiment voisin où Alma commence à soigner ses blessures. En le soignant, elle réprimande Noël pour avoir été imprudent pendant le combat. Ce dernier coup de pied dans la poitrine de Hyuga, elle souligne qu'il était inutilement risqué, car si Hyuga l'avait anticipé, Noël aurait pu facilement perdre. Noël s'en moque, la rassurant que tout s'est bien passé à la fin et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais Alma refuse de laisser passer, lui rappelant que combattre est son travail et qu'en tant que commandant, Noël ne devrait pas se mettre en danger de cette façon. Noël s'excuse et promet d'être plus prudent, ce qui satisfait Alma, qui lui dit qu'il peut toujours compter sur elle pour se battre car elle sera toujours là pour le soutenir. Juste à ce moment-là, Finocchio entre dans la pièce, félicitant Noël pour le travail bien fait, mais il a quelque chose à discuter. Noël, allant droit au but, demande si c'est à propos du paiement pour avoir vaincu Albert, précisant qu'il n'acceptera aucune réduction. Mais Finocchio rit et l'assure qu'il n'y a aucune chance qu'il dévalorise un tel accord, car après tout, c'était gagnant-gagnant. Il s'est débarrassé d'un rival inutile sans lever le petit doigt, et Noël a mérité chaque centime de ses 50 millions. Cependant, il a autre chose à discuter, quelque chose de privé, alors il se tourne vers Alma et lui demande poliment si elle peut sortir un moment. Noël fait un signe de tête à Alma, la rassurant que tout va bien, et elle quitte la pièce. Et dès qu'elle est partie, Finocchio va droit au but. Il propose à Noël de rejoindre la famille de Luciano, lui promettant respect, pouvoir et avantages. En fait, si Noël accepte, Finocchio est même prêt à lui confier la direction de la famille Gambino. Noël ne peut s'empêcher de sourire à cette offre, la trouvant divertissante, mais il souligne un fait évident. Il n'a que 16 ans, alors comment pourrait-il diriger toute une famille ? Finocchio écarte la préoccupation, affirmant que l'âge n'a pas d'importance et que ce qui compte, c'est le courage de Noël, et Noël en a à revendre. Noël reconnaît que c'est vrai, mais il ne se retient pas et rappelle à Finocchio qu'il a déjà refusé cette offre auparavant, donc maintenant Finocchio devrait savoir qu'il n'y a aucune chance que Noël serve jamais sous quelqu'un. Finocchio demande encore une fois à Noël s'il est absolument certain de sa réponse, et Noël affirme fermement qu'il l'est. En réponse, Finocchio révèle que sa classe est celle d'un punisseur de rang A, lui donnant accès à une compétence particulièrement intrigante. Et soudain, Noël sent que quelque chose ne va pas du tout. Levant les yeux, il se fige en voyant Finocchio tenant littéralement son cœur dans la paume de sa main. Alors Noël se vérifie paniqué, et comme il le craignait, il n'y a pas de battement de cœur dans sa poitrine.
Puis, avec un calme troublant, Finocchio commence à expliquer. Son aptitude de jugement lui permet d'arracher de force le cœur de toute cible qui refuse 2 fois une demande de sa part. Bien que le cœur de Noël ait été arraché de son corps, il reste en vie car l'organe est encore lié spatialement à lui. Cependant, Finocchio avertit que s'il s'éloigne de plus de 5 mètres ou écrase le cœur, la vie de Noël prendra fin. Finocchio admet qu'il considère Noël comme trop dangereux pour le laisser circuler librement parce que le talent de Noël représente une menace croissante pour la famille Finocchio, donc il vaudrait mieux régler ce problème maintenant. Noël demande alors, sans se laisser démonter, si Finocchio prévoit de le tuer pour éliminer la menace potentielle. Finocchio le confirme, mais offre à Noël une dernière chance de rejoindre la famille Luciano. Noël rit, toujours aussi défiant, et refuse catégoriquement. Se levant, il fait face à Pinocchio, qui l'avertit que se battre est inutile car le cœur ne reviendra pas, à moins que Pinocchio ne dissipe la compétence. Pourtant, Noël s'approche sans être découragé et déclare audacieusement son ambition. Il deviendra le plus grand chercheur qui ait jamais vécu, si puissant que même la famille Luciano n'osera pas le défier. Pinocchio ricane, affirmant que tuer Noël maintenant est la décision la plus sage, mais Noël se penche alors, le provoquant, le défiant de passer à l'acte. Il rappelle aussi à Pinocchio qu'au moment où il agira, il prouvera qu'il est un lâche, parce qu'il était tellement terrifié par la force future de Noël qu'il a dû l'éliminer alors qu'il était encore faible. Et il ajoute également que Pinocchio le tue ou non, Noël jure qu'il ne s'inclinera devant personne. Dans ce moment chargé, même si Pinocchio tient le cœur de Noël, Noël a fermement saisi le cœur de Pinocchio avec la peur. Pinocchio recule alors avec un sourire rusé, affirmant qu'il plaisantait à propos de le tuer. Et avec un geste dramatique, il remet le cœur de Noël dans sa poitrine, s'excusant pour le malentendu. Mais alors qu'il se tourne pour partir, il s'arrête à la porte, lançant un rappel tranchant par-dessus son épaule. Noël ne peut pas reprendre ce qu'il a dit, alors il ferait mieux de grimper au sommet du monde secret pour de vrai. Puis, alors que Pinocchio sort, son regard croise celui d'Alma. Ses yeux crient pratiquement au meurtre, sa fureur à peine contenue après la petite farce cruelle qu'il a faite. Mais elle n'agit pas, alors il se contente de sourire et se dirige vers son carrosse, où Albert est retenu. Et dès qu'Albert l'aperçoit, il commence à supplier frénétiquement pour sa vie, les larmes coulant alors qu'il implore de ne pas être tué. Pinocchio, totalement indifférent, trouve l'affichage pitoyable d'Albert agaçant, mais alors une idée lui vient aussi tordue que son sourire, et avec un sourire sinistre, Pinocchio dit à Albert qu'il ne le tuera pas. À la place, il lui coupera les membres et le jettera dans la porcherie pour qu'il s'intègre avec les cochons. Mais ensuite, il l'avertit que ces cochons sont si mignons qu'ils mangent n'importe quoi, donc Albert ferait mieux de rester dans leur bonne grâce et de bien se comporter. Et tandis qu'Albert se chie dessus, Pinocchio commence à sourire comme un fou et ajoute avec une excitation folle qu'il espère que ses truies aimeront leur nouveau compagnon. Et cette merde ne laisse aucun doute que la vie d'Albert a pris un tournant terrifiant quand il est tombé entre les mains de Pinocchio. Le lendemain, Noël rencontre Kuga et lui présente un contrat de subordination, preuve que Kuga est désormais lié à lui comme esclave. Kuga suppose alors que cela signifie que Noël veut être son maître, mais Noël écarte l'idée car il n'a aucune utilité pour un esclave comme Kuga. Bien sûr, Kuga a un certain pouvoir, mais comparé aux autres chercheurs de ce monde, il n'est guère plus qu'un faible. Noël précise ensuite que son ambition est de monter au sommet du monde secret, et pour cela, il a besoin d'un loup féroce, pas d'un chiot géniard. Noël remet alors le contrat à Kuga et lui dit qu'il est maintenant un homme libre et qu'il peut faire ce qu'il veut. Puis, avec sa nouvelle liberté, Noël demande à Kuga ce qu'il veut faire ensuite. Kuga a passé toute sa vie à être utilisé par les autres. Alors, quand on lui donne la chance d'être libre, il se retrouve désemparé. La liberté est un concept inconnu, mais il y a une chose dont il est sûr, il veut rester aux côtés de Noël et voir son rêve devenir réalité. Si Noël a besoin d'un loup féroce, alors c'est exactement ce que Kuga deviendra. Alors, avec détermination dans la voix, il demande à Noël de le laisser rejoindre Blue Beyond, et Noël l'accueille volontiers dans l'équipe. Peu de temps après, le groupe se lance dans leur première mission ensemble et leur synergie est presque parfaite. Noël dirige l'équipe avec précision, fournissant soutien et stratégie. Kuga tranche à travers les forces ennemies avec une efficacité mortelle, tandis qu'Alma dégage le chemin pour lui permettre de libérer toute sa puissance. Ils travaillent ensemble comme une équipe de pros jusqu'à ce que Kuga essaie de finir le général monstre, mais Alma intervient et vole la victoire. Cela déclenche une dispute entre les deux. Noël intervient et les fait taire en leur rappelant qu'ils sont une équipe et que des querelles mesquines comme celle-ci perturbent leur coordination. Il avertit ensuite Alma d'arrêter de se vanter sur le champ de bataille car cela perturbe leur coordination et rappelle à Kuga qu'il n'y a pas de compte de victimes à tenir, donc il ne devrait pas s'en inquiéter autant. Malgré le bref affrontement, la mission est un succès retentissant pour leur première quête en trio. Noël annonce alors qu'une fois de retour à être, il fera une demande pour que Blue Beyond devienne officiellement un clan. Et en tant que clan enregistré, ils obtiendront la reconnaissance de l'État, leur permettant d'accepter des quêtes directement sans intermédiaire ni frais de commission. C'est donc une étape importante pour leur parcours. Puis, alors que Noël expose leur plan, Kuga remarque quelque chose sur le bras de Noël et le signale. À sa surprise, Noël réalise que c'est la marque signifiant son éligibilité pour passer au rang B.
C'est une nouvelle fantastique, car avec sa nouvelle équipe, cette avancée rapproche Noël de son objectif ultime, qui est de devenir le plus fort des 7 étoiles de Regalia. L'histoire revient ensuite dans le passé, où l'on voit Noël diriger calmement ses domestiques sur la manière de gérer les opérations commerciales plus efficacement. Juste à ce moment-là, un vieil homme entre dans la pièce, se présentant comme Harald Jenkins, le superviseur de la guilde. Noël lui offre un verre de vin que Harald goûte avec approbation, remarquant que le vignoble doit prospérer. Noël répond modestement, disant que ça va assez bien et qu'il s'en sort grâce à l'héritage de son grand-père et aux serviteurs loyaux laissés derrière. Harald observe que Noël semble avoir un talent naturel pour le leadership, mais Noël minimise le compliment, admettant qu'il ne fait pas grand chose de significatif et qu'il prévoit de confier bientôt l'entreprise à son personnel. Puis son ton change lorsqu'il demande à Harald ce qu'il veut, notant qu'il a déjà partagé tout ce qu'il sait sur la tragédie qui a dévasté sa ville. Harald révèle alors une photographie d'une bête abyssale, l'identifiant comme le même seigneur qui est apparu dans la ville de Noël. Noël reste impassible, car il soupçonnait depuis longtemps la survie de la créature. Après la mort de son grand-père, 2 choses avaient disparu, le corps du seigneur et la hache de bataille de son grand-père. Noël demande si la bête a été neutralisée, mais Harald explique qu'un clan appelé Night Rage a tenté de la vaincre et a échoué, et au moment où le clan du dragon suprême l'a poursuivi, le seigneur s'était déjà retiré dans le vide. Noël est surpris, et Harald explique que, bien que les bêtes abyssales agissent généralement par instinct brut et incontrôlable, celle-ci semble s'être manifestée avec une intention délibérée. Harald révèle en outre qu'il s'agit du même seigneur qui a vaincu Overdeath, en spéculant que ses récentes apparitions l'ont rendu suffisamment puissant pour évoluer en une nouvelle variante. Noël réalise alors qu'il pourrait désormais rivaliser avec les 10 seigneurs sombres de la profondeur abyssale 13, chacun capable de détruire entièrement leur monde. Harald révèle ensuite que la dernière fois qu'un variant est apparu, c'était il y a 40 ans, et c'était Cocytus le poisson d'argent, une bête qui a anéanti 3 nations en un clin d'œil avant d'être vaincue par le clan d'Overdeath, la fédération Bloodsword. Harald explique que c'était la première fois qu'un variant avait été vaincu, et avant cela, l'humanité croyait que la seule solution était de renvoyer ces bêtes dans l'abîme. Noël réalise que cette bête pourrait provoquer une catastrophe similaire pour l'humanité, alors il sourit avec intrigue. En observant cela, Harald remarque que Noël ressemble étrangement à son grand-père. Il partage ensuite qu'il a autrefois servi comme inspecteur pour la fédération Bloodsword et connaissait bien le grand-père de Noël. Sa visite était initialement pour prendre des nouvelles de Noël, mais maintenant il se sent rassuré et il remarque ensuite que Noël aura 15 ans l'année prochaine et pourra enfin commencer son voyage en tant que chercheur. Puis, alors que Harald s'apprête à partir, Noël l'arrête et déclare audacieusement de se souvenir de son visage car il est déterminé à devenir le chercheur le plus fort un jour. De retour au présent, nous trouvons les membres de Blue Beyond dans une pièce, attendant nerveusement qu'un inspecteur examine leur demande de clan. Noël conseille alors à Kuga de répondre normalement aux questions de l'inspecteur, mais Kuga s'inquiète et se demande ce qui se passerait si ses réponses contrariaient l'inspecteur. Noël le rassure en disant que cela n'aura pas d'importance, mais Alma augmente la pression en taquinant que leur candidature pourrait être rejetée si Kuga fait une erreur. Et cela ne fait qu'angoisser davantage Kuga, qui s'inquiète de gâcher le rêve de Noël, tandis qu'Alma plaisante sombrement en disant que s'il échoue, il devrait simplement mourir, ajoutant que cela la laisserait seule avec Noël, ce qu'elle espère ouvertement. Noël essaie de les calmer quand ils sentent soudainement une présence sinistre. Ils se tendent pour réaliser que c'est Harald qui entre dans la pièce. Harald leur dit de se détendre et commence à examiner leurs demandes. Il note leur préparation, impressionné qu'ils aient sécurisé à la fois une maison de clan et des frais élevés de 20 millions, montrant qu'ils ont fait leurs recherches. Noël informe Harald avec confiance que lui et Alma monteront en grade dès que le clan sera formé. Harald remarque également que le nom de leur clan diffère du nom actuel du groupe, ce qui pousse Noël à expliquer qu'il prévoit de changer le nom du groupe une fois le clan officiel. Mais malgré leurs préparatifs, Harald rejette la demande. Pendant ce temps, nous voyons le vice-maître de clan de Supreme Dragon, un clan Regalia une étoile, se tenir victorieux après avoir vaincu à lui seul une bête abyssale de profondeur 12, et son nom est Zek Feinstein, la lame innocente. De retour dans la pièce, Harald explique qu'ils donnent actuellement la priorité aux chercheurs plus forts et que Blue Beyond ne répond pas aux qualifications pour correspondre à son standard. Alors, quand Noël demande pourquoi les exigences ont changé, Harald révèle la découverte d'une présence massive de mana à la frontière ouest. Le flux de mana souterrain atteint des niveaux critiques, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'éclate. Il estime ensuite qu'ils ont environ 1 an pour se préparer. Quand ce moment viendra, un abîme massif se formera, et à la profondeur 13, on s'attend à ce qu'un seigneur variant émerge. Kuva suggère nerveusement de l'arrêter avant que cela n'arrive, mais Harald rejette l'idée, expliquant qu'interférer avec le flux de mana ne ferait que déclencher des catastrophes encore pires. Alma se demande alors à voix haute si la variante pourrait être vaincue, ce qui pousse Harald à se souvenir de la victoire sur Cocytus.
Il explique que bien que Cocytus ait été vaincu et que l'Empire prospère désormais en conséquence, une telle bataille nécessiterait une grande coalition des meilleurs chercheurs et regalia. Mais malgré la reconnaissance de leur force, Harald admet qu'après avoir vu un variant de ses propres yeux, même lui n'est pas sûr que la victoire soit possible. Il les avertit ensuite de garder cette information pour eux et rejette une fois de plus leur candidature, affirmant qu'il manque de ressources pour former des recrues. Alors qu'Harald termine, Noël part brusquement sa détermination et son comportement rappelant étrangement ceux de son grand-père, Overdeath. La scène se coupe ensuite aux rues de la ville où Cuva demande à Noël s'il abandonne l'idée de former un clan, mais Noël rejette la question comme stupide car cette situation est une occasion unique pour eux de faire un bond monumental en avant. Il les entraîne ensuite dans une ruelle isolée et révèle que bien qu'un variant soit capable d'anéantir l'humanité, c'est aussi une immense bénédiction déguisée. Il leur rappelle ensuite comment la défaite de Cocytus a élevé le niveau de vie de l'Empire, révélant que le cœur de Cocytus est maintenant utilisé pour purifier l'eau de toute la nation. Vaincre des bêtes avancées conduit souvent à des percées dans la civilisation magico-technologique, c'est pourquoi les chercheurs sont célébrés comme des héros. Noël déclare que leur objectif devrait être de devenir l'un des regalia dès que possible. Cependant, Cuva hésite, soulignant qu'ils ne sont même pas encore un clan officiel. Alma se souvient alors que Noël avait mentionné plus tôt qu'ils rejoindraient les regalia dans un an, mais maintenant il a avancé le calendrier, annonçant qu'ils le feront en seulement 6 mois. Noël explique que dans les mois à venir, ils acquerront suffisamment d'expérience pour se démarquer en tant que clan, et idéalement, ils seront invités à affronter une variante d'ici un an. Et s'ils parviennent à le vaincre, leurs noms seront gravés dans l'histoire comme certains des chercheurs les plus forts. Cette urgence ne laisse donc aucune place à la perte de temps. Noël souligne alors qu'ils doivent affiner leurs compétences et connaissances avant de devenir un clan, s'assurant qu'ils sont prêts à rejoindre la regalia. Pendant ce temps, il entend un vendeur de journaux crier que Zik a vaincu un seigneur de profondeur 12. Noël contemple que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un événement dramatique, quelque chose qui attire l'attention du public et raconte une histoire que les gens n'oublieront pas, alors il assure à son équipe qu'il élaborera un plan. Peu après, on voit Noël monter en grade et choisir la sous-classe de stratège. Un gnome l'assiste tout au long du processus, et une fois terminé, Noël explique que la classe de stratège améliore les capacités cognitives, permettant une analyse de bataille en temps réel et des ordres calculés immédiats, basés sur des prédictions. Plus tard, alors que Noël se promène en ville, il aperçoit Zik entouré de femmes désireuses de dîner avec lui. Zik remarque Noël et se dirige vers lui, surprenant Noël en le reconnaissant immédiatement. Jouant le rôle d'un gentleman poli, Noël salue chaleureusement Zek. Noël nous éclaire ensuite qu'il y a actuellement 3 chercheurs de rang EX dans la ville. Victor Krauser, le commencement 1 et maître du dragon suprême, Léo Eden, le tueur de rois et maître du pandémonium, et enfin Zek Feinstein, connu sous le nom de l'âme innocente. Zek se souvient alors que Noël est au-dessus de son petit-fils et note le rôle récent de Noël dans le renversement des Gambino. Mais alors que Noël essaie de rejeter la revendication, Zik reste certain et il souligne que l'incident Gambino s'est déroulé peu après l'affrontement de Noël avec leur patron, le laissant curieux des méthodes employées par Noël. Noël abandonne alors brusquement la façade, confrontant Zek et lui demandant pourquoi il essaie de le recruter de manière aussi détournée, alors Zik admet ouvertement qu'il veut que Noël rejoigne son clan. Sans surprise, Noël refuse, déclarant qu'il n'a aucun intérêt à travailler sous les ordres de quelqu'un d'autre. Mais Zik, imperturbable, dit à Noël qu'il est le genre de personne prête à tout pour atteindre ses objectifs. Sentant la ténacité de Zik et son potentiel d'agressivité, Noël le défie directement, lui demandant de prouver sa force. Il déclare qu'il ne peut servir que quelqu'un qu'il reconnaît comme le plus fort. Noël fait alors remarquer que la ville accueille actuellement 3 chercheurs de rang EX. Et avec Victor vieillissant, cela ne laisse que 2 prétendants pour la première place, Zik et Léo. Il provoque ensuite Zik en se demandant à haute voix qui est le plus fort des deux, laissant entendre clairement qu'il s'attend à ce que Zik prouve sa supériorité sur Léo s'il veut que Noël soit de son côté. Zik, réalisant qu'un combat à mort avec Léo se terminerait probablement par la mort de l'un d'eux, accuse Noël d'être totalement incorrigible. Après s'être séparés, des passants aperçoivent Zik, et l'un d'eux remarque nonchalamment que Zik est le 2e seeker le plus fort de la ville. Le commentaire met Zik en colère, qui exige une explication, alors l'homme explique nerveusement que Léo a vaincu plus de seigneurs en solo que Zik, donc Zik, furieux, envoie l'homme valser. Noël, entendant l'échange, perçoit l'insécurité de Zik à être appelé le 2e meilleur et décide qu'il doit former son clan rapidement avant que le tempérament de Zek ne le mette dans des ennuis plus graves. Pendant ce temps, Alma s'entraîne avec Lycia, qui la bat facilement. Lycia souligne les lacunes d'Alma en tant que soutien, expliquant qu'Alma s'emporte trop dans la bataille et ne parvient pas à garder un œil sur son environnement, comme le montre son faux pas précédent dans la portée d'attaque de Lycia. Lycia souligne que le rôle d'un arrière est de maintenir le contrôle du champ de bataille et de surveiller tout ce qui se passe, ce dans quoi Noël excelle. Alma commence à envisager de passer à un rôle d'assassin et Lycia convient que cela pourrait mieux lui convenir. Cependant, Lycia assure à Alma que bien que l'équilibre du groupe soit important, Noël est suffisamment ingénieux pour l'utiliser efficacement, quel que soit son choix. Une autre elfe nommée Ophélia arrive,
son visage s'illumine en voyant Licia. Les deux s'embrassent chaleureusement, manifestement ravis de se retrouver après une longue séparation. Apercevant Alma à proximité, Ophélia demande curieusement si c'est une nouvelle recrue. Licia sourit et explique qu'Alma est en fait sa meilleure amie, et qu'elle l'aide à apprendre les ficelles du métier de chercheuse depuis qu'Alma a récemment rejoint. Licia présente ensuite Ophélia en partageant qu'elle fait partie du groupe des chevaliers ailés et que toutes deux viennent du même village. Alors qu'ils discutent, le reste du groupe d'Ophélia les rejoint, alors Licia présente chaque membre, Vaclav, l'invocateur, Sian, le lancier, et leur chef, Léon Frédéric. Ophélia offre chaleureusement son soutien à Alma, lui disant de la contacter si elle a besoin d'aide. Alma la remercie, mais Ophélia précise que les chercheurs doivent se soutenir, surtout avec les fauteurs de troubles qui font des vagues ces derniers temps. Son ton change lorsqu'elle explique qu'elle parle de Noël, le chef d'un groupe appelé Blue Beyond. Elle avertit ensuite Alma d'être prudente, révélant que Noël a la réputation de vendre les membres de son propre groupe comme esclaves et de conclure des accords douteux avec la mafia, et elle souligne que chaque nouvelle a son sujet sans les ennuis. Ophélia mentionne même avoir entendu que Noël a récemment recruté de nouveaux membres, bien qu'elle suppose qu'ils sont du même acabit que lui. Alma écoute avec une amusante tranquillité tandis qu'Ophélia continue, mais Léon intervient, la réprimandant doucement de ne pas juger des personnes qu'elle n'a jamais rencontrées. Réalisant qu'elle est allée trop loin, Ophélia s'excuse, et le groupe part peu après. Licia se tourne alors vers Alma et s'excuse pour le drame, mais Alma hausse les épaules et admet que la plupart de ce qu'Ophélia a dit était probablement vrai. Plus tard, nous voyons Noël rencontrer Loki, car Noël a chargé Loki de compiler une liste de tous les groupes de rang B dans la région. En parcourant la liste, l'attention de Noël est attirée par un groupe qui se démarque. Loki les reconnaît aussi, les décrivant comme un groupe humble et fiable qui n'a étonnamment pas encore formé de clan. Nous découvrons alors qu'il parle de l'équipe de Léon, les chevaliers ailés, et Loki ajoute que leur chef n'est pas seulement fort, mais aussi réputé pour être beau et peut-être le plus fort chercheur de rang B. Se tournant vers Noël, Loki le félicite d'avoir atteint le rang B également, bien que Noël rejette les éloges, les qualifiant de sans importance. Noël commence alors à voir le groupe de Léon comme une opportunité et déclare son intention d'exploiter les faiblesses de Léon pour grimper plus haut, car il est convaincu que même les plus forts ont des secrets inavouables, et une fois qu'ils sont exposés, ils peuvent être utilisés pour les faire tomber. Loki remarque alors l'éclat sinistre dans les yeux de Noël et commande son expression méchante. Mais Noël répond avec une conviction glaciale, affirmant qu'il est prêt à tout pour grimper au sommet. La scène passe ensuite au prisonnier Hugo Capellia qui sort pour rencontrer un visiteur, qui n'est autre que Noël. Mais Hugo, avec une expression lasse, agit comme s'il en avait assez de ces rencontres, indiquant clairement que Noël lui rend visite à plusieurs reprises. Noël, en revanche, remarque la silhouette amaigrie de Hugo et commande qu'il a l'air de mourir de faim. Hugo balaie cela d'un revers de main, affirmant que cela ne regarde pas Noël. Mais Noël insiste sur le fait qu'il ne veut pas qu'il meure tout de suite, car il a l'intention de le recruter dans son parti une fois que Hugo sera libre. Noël aborde ensuite le cœur du sujet, expliquant que Hugo est un marionnettiste en attente de condamnation pour un meurtre qui a bouleversé toute la capitale. Il poursuit en révélant que cet homme n'était pas n'importe qui, c'était un chercheur renommé, une légende dans son domaine. Noël explique que les marionnettistes sont une classe rare et fascinante, habiles à la fois au combat et à la production. Avec leur capacité à contrôler une variété de marionnettes, ils sont des combattants polyvalents dans presque toutes les situations. Et avec son comportement glacial et son intellect acéré, il s'était fait un nom en tant que chercheur indépendant. Mais sa nature de loup solitaire signifiait qu'il ne rejoignait jamais de groupe. Et au sommet de sa carrière, il s'est brusquement retiré pour poursuivre une vie de fabricant de poupées. Et il a également connu un grand... Hugo dit alors à Noël qu'il perd son temps car il n'y a aucun moyen de le sauver de l'exécution. Mais Noël réplique avec assurance, affirmant qu'il y a plein de moyens. Et pour le prouver, il ordonne nonchalamment à un garde de lui apporter du thé. Hugo regarde alors le garde obéir sans hésitation et se demande si Noël l'a soudoyé. Mais Noël révèle qu'il exploite simplement les faiblesses du petit garde. Alors Hugo réalise que Noël fait chanter le pauvre garde. Refusant de partager les détails, Noël déclare avec arrogance que chaque gardien de la prison est sous son contrôle. Et il informe Hugo qu'il est déjà en train de préparer sa libération. Hugo ne partage pas cet enthousiasme, mais il admet que bien que l'idée de liberté l'attire, la perspective d'être à nouveau un chercheur ne l'enchante pas. En fait, il méprise les Seekers, les qualifiant d'idiots violents qui exagèrent leurs compétences en combat. Noël cependant est encore pire à ses yeux parce qu'il est rusé, impitoyable et probablement quelqu'un qui manipule les gens uniquement pour les consommer entièrement comme un serpent. Noël le prend sans souci comme un compliment. En fait, cela l'inspire à trouver un nom pour son plan. Puis, alors que Noël s'en va, il promet à Hugo qu'il s'assurera qu'il rejoigne son équipe, tandis qu'Hugo ne peut s'empêcher de rire à l'idée absurde de lui-même en tant que Seeker à nouveau. La scène se déplace ensuite vers Noël, et son équipe se prélassant dans une autre taverne aujourd'hui, celle-ci appelée le Bec Dur comme le Roc. Hugo mentionne que cet endroit est strictement réservé aux Seekers de rang B et plus, mais Noël étant Noël entre sans se soucier du monde.
En entrant, il est accueilli, ou plutôt mal jugé, par un chercheur bourru qui le prend pour une fille. Noël clarifie rapidement le malentendu, mais le chercheur n'est clairement pas impressionné et se moque de lui en disant que les vrais hommes devraient avoir des cicatrices de bataille. Alors Noël, imperturbable, remarque que peut-être que les cicatrices du chercheur sont juste sa façon de prouver qu'il n'est pas une fille, et cela met l'homme en colère. Puis Noël lui demande calmement par son nom s'il veut se battre, mais Edgar ricane et déclare qu'il ne va pas se laisser intimider par Noël juste parce qu'il a entendu parler de lui. Mais Noël rétorque qu'il ne le connaît pas seulement, il en sait bien plus qu'Edgar ne le réalise. Et avec un sourire rusé, il révèle qu'il sait qu'Edgar est sur le point de devenir père et envisage de nommer le bébé Bruno si c'est un garçon ou Katua si c'est une fille. Noël le félicite ensuite et ajoute un avertissement que si Edgar veut vraiment se battre, il ferait mieux d'être prêt à risquer tout ce qui lui est cher. Et le poids de l'avertissement suffit à faire reculer Edgar. Noël avance ensuite dans la taverne comme un parrain de la mafia faisant son entrée, annonçant bruyamment son nom et son équipe comme s'il était chez lui. Une fois installé, Noël et son équipe commencent à profiter de la nourriture et des boissons, pensant que cet endroit est bien meilleur que leur dernier arrêt. Mais Noël leur rappelle de rester concentrés. Ils ne sont pas là pour se détendre. Et juste à temps, leur cible, les chevaliers ailés, entrent dans la taverne. Puis Ophélia, l'une des chevaliers, est surprise de voir Alma dans cette taverne. Noël, sentant une opportunité, demande télépathiquement à Alma si elle la connaît, et Alma confirme qu'elle la connaît, précisant qu'Ophélia ne l'aime pas. Alors Noël voit la tension comme l'ouverture parfaite, déclarant qu'ils vont se battre. Ophélia, maintenant attentive aux compagnons d'Alma, demande qui sont les deux hommes à côté d'elle, alors Alma les présente comme Kuga et Noël. Et au moment où Ophélia entend le nom de Noël, son attitude change, et elle accuse Noël d'être du genre à vendre ses amis pour de l'argent. Mais Noël rétorque avec un sourire en coin, disant qu'il a simplement obtenu un bon prix pour eux. Ophélia se met en colère et essaie de l'attraper, mais Kuga intervient, protégeant Noël comme un chevalier loyal et déclare que Noël est son maître, et la prévient qu'elle devra d'abord s'occuper de lui si elle veut le toucher. Ophélia ricane et traite Kuga de chien fidèle remuant la queue pour son maître, mais Kuga ne l'accepte pas et avec un regard froid, il lui dit de choisir ses mots avec soin, à moins qu'elle ne soit prête à le faire dégainer son épée. Léon s'approche alors en remarquant la tension et demande s'il y a un problème. Noël explique calmement qu'Ophélia a juste essayé de l'attraper. Ophélia s'excuse alors pour ses actions, et Léon présente à Noël des excuses sincères en son nom. Mais Noël balaie cela d'un revers de main, suggérant que Léon devrait mieux la former pour que de telles choses ne se reproduisent pas, et ajoute que même les chiens peuvent être dressés à ne pas attaquer les gens. Puis il pique en disant que le membre de l'équipe de Léon semble encore plus stupide qu'un chien. Léon ne prend pas l'insulte à la légère, son ton est ferme lorsqu'il exige que Noël retire ses paroles. Il reconnaît l'impolitesse de son membre de groupe, mais dit que cela ne donne pas à Noël le droit de l'insulter. Noël réalise alors que Léon essaie de les présenter comme également fautifs, et il trouve que c'est un mouvement stratégique intelligent. Ophélia intervient alors, disant à Léon qu'il est inutile de se disputer avec Noël, l'identifiant comme la figure notoire dont tout le monde parle. Et elle confirme sans détour que les rumeurs qu'ils ont entendues sont toutes vraies. Mais Noël la rejette comme une amatrice de potins typique, se demandant sarcastiquement quelles autres habitudes de fille elle a. Et avec un sourire en coin, il demande si elle aime aussi jouer à la poupée ou faire semblant de jouer à la maison. Léon, perdant clairement patience, rétorque en disant que Noël n'a pas le droit de se dire chercheur s'il ne peut même pas traiter les membres de son groupe avec respect. Mais Noël reste impassible, déclarant froidement qu'il n'a pas besoin de l'approbation de Léon pour être un chercheur. Et au lieu de reculer, il lance plus d'insultes, appréciant visiblement la facilité avec laquelle il peut les provoquer. Mais avant que la colère de Léon n'explose, il quitte la taverne en trombe. Kuga et Alma, qui ont observé la scène, commentent à quel point Noël a été sauvage, bien qu'ils conviennent qu'il a peut-être été trop loin. Mais Noël les rassure en disant que tout faisait partie de son plan, et quand il en révèle les détails, même eux trouvent cela mesquin. Mais Noël s'en moque, leur rappelant la dure réalité du monde des Seekers. Et avec un calme glacial, il dit que c'est manger ou être mangé, et ce ne sont pas les faibles qui se font dévorer, ce sont ceux qui deviennent trop arrogants. Ailleurs, Harold est vu en train de parler avec Marianne, qui lui demande qui, selon lui, serait la meilleure personne pour mener la bataille contre les Valiant. Harold retourne la question à Marianne, et elle nomme avec assurance Léo Eden. Elle précise que son choix n'est pas dû à son rôle dans Pandemonium, mais parce que malgré sa paresse et son arrogance, personne n'est plus fort que Léo. En fait, elle affirme qu'il pourrait être le Seeker le plus fort de l'histoire. Harold, cependant, ne semble pas être d'accord. Alors Marianne suppose qu'il penche vers Zeke, soulignant que bien que Zeke soit fort, il manque des qualités de leader. Mais à sa surprise, Harold propose Noël comme leader. Alors elle rit de l'idée, pensant que c'est une blague, jusqu'à ce qu'elle réalise que Harold est sérieux. Elle lui rappelle que c'est lui qui a rejeté la candidature de Noël au départ. Alors Harold propose un pari pour régler la question. Si le choix de Marianne devient le commandant, elle sera nommée à la tête de la famille Jenkins. Mais si elle perd, elle devra s'inscrire à une école de bonne manière, ce que Harold dit qu'elle a désespérément besoin, car elle manque de grâce malgré son statut de dame. Il la taquine ensuite davantage, lui demandant si elle a trop peur pour accepter. Piquée par sa provocation, Marianne accepte le pari et Harold espère silencieusement que Noël ne le décevra pas. Pendant ce temps, Keen est vu se promenant dans la ville la nuit lorsqu'il rencontre deux hommes ivres et la vue déclenche un flashback inattendu. Dans le souvenir,
un jeune Léon est montré se faisant harceler par des enfants après les avoir dénoncés pour vol à l'étalage. Fidèle à son rôle de chevalier de la justice, Léon leur a fait la leçon sur le fait que voler était mal. Mais les harceleurs se sont moqués de lui, ignorant ses parents. Voyant la situation de Léon, Kin lui conseilla d'apprendre à se battre pour ne pas continuer à être pris pour cible. Cependant, Léon rejette l'idée, alors Kin lui demande pourquoi, puisqu'il a un emploi dans la technologie de combat, mais Léon dit qu'il ne croit pas à la réponse à la violence par la violence. Kin fut surpris par sa position pacifiste et tenta de la rejeter, mais le sérieux de Léon le fit hésiter. Les deux s'assirent pour discuter et Kin proposa l'idée de devenir des chercheurs ensemble, car il croyait qu'ils avaient le potentiel pour être les meilleurs chercheurs de tous les temps. Léon, cependant, exprima des doutes, disant qu'il n'était pas aussi fort que Kin. Mais Kin le rassura, soulignant que Léon avait la classe de bretteur et qu'ils avaient tous deux ce qu'il faut pour être des Seekers. Mais même alors, Léon hésitait, incertain quant au chemin à suivre. Alors, pour le convaincre, Kin fit appel à son sens de la justice, disant qu'ils pouvaient utiliser leur rôle de Seekers pour protéger les gens en éliminant des bêtes dangereuses. Cet argument fit mouche, et Léon commença enfin à envisager l'idée. En réfléchissant au passé, Kin admet qu'il a été attiré par les idéaux de Léon depuis qu'ils étaient enfants. Mais à l'époque, ses propres motivations étaient bien moins nobles, car il voulait simplement se faire un nom. Avançons jusqu'au moment où leur groupe a affronté une bête abyssale de profondeur 7, et nous voyons Kin immobiliser la bête, offrant à Léon l'ouverture parfaite pour l'achever d'un seul coup avec sa lame Séraphin. Ce coup décisif a abattu la bête instantanément. Il s'est avéré que la créature était un dragon de la forêt, laissant leur groupe stupéfait de voir jusqu'où ils étaient arrivés en tant que chercheurs. Kin se sentait fier, pensant que cette victoire élèverait leur groupe, le Twilight Glint, à de nouveaux sommets. Il a même expliqué le nom, disant que c'était ainsi qu'ils appelaient initialement leur groupe. Mais le destin en a décidé autrement, le nom n'est jamais resté, car les gens ont commencé à les appeler les Chevaliers Ailés, inspirés par la capacité spéciale de Léon, avec ses ailes flamboyantes. Kin ne pouvait s'empêcher de penser que Léon était le seul à vraiment se démarquer parmi eux. De retour au présent, Kin croise Léon dans un autre bar et le confronte sur la raison pour laquelle il s'était autant enflammé plus tôt dans la taverne. Léon n'en a honnêtement aucune idée lui-même, alors Kin suppose que cela pourrait être de la jalousie parce qu'un nouveau chercheur est entré dans Rock Hard Beak, agissant comme s'il était chez lui. Kin pense qu'il serait normal de se sentir envieux, étant donné le temps qu'il a fallu à leur groupe pour y gagner de la reconnaissance. Et Léon est surpris de ne pas avoir réalisé ses propres sentiments jusqu'à présent. En changeant de sujet, il admet que Noël est impressionnant et que son travail acharné mérite le respect, même s'il n'approuve pas ses méthodes. Kin, cependant, remet l'idée en question, demandant si Léon est vraiment d'accord pour laisser un jeune débutant les surpasser. Pour appuyer son propos, Kin sort une lettre. Il explique qu'elle vient de la guilde des chercheurs, exhortant les groupes compétents à former des clans sans délai. Il mentionne également que Vaclav et Ophélia ont reçu des lettres similaires. Léon révèle qu'il en a reçu une aussi, et qu'il a déjà invité le groupe à la taverne pour en discuter, mais les pitreries de Noël les ont interrompus. Kin ajoute que les autres ont accepté de laisser la décision à Léon, et cela prend Léon par surprise, lui donnant l'impression de ne pas être respecté en tant que leader, mais Kin balaye cela d'un revers de main, disant que cela leur a juste fait gagner du temps. Puis, à la fin, ils conviennent qu'il est temps de former un clan. Le lendemain, Kin et Léon s'approchent de Harald pour discuter de leur candidature, seulement pour se la voir refuser. Ils demandent, confus, pourquoi en soulignant que tous leurs documents sont en règle et qu'ils remplissent les qualifications. Harald explique que dans des circonstances normales, ils seraient acceptés, mais la bataille imminente avec les Valiants change tout, car maintenant ils ont besoin de personnes prêtes à combattre immédiatement. Kin soutient que cela ne devrait pas être un problème puisqu'ils ont déjà vaincu un dragon de la forêt. Mais Harald rétorque en demandant pourquoi ils n'ont pas postulé pour former un clan juste après un tel exploit, et il sous-entend qu'ils manquent de l'ambition nécessaire pour gravir les échelons en tant que chercheurs. Kin demande alors avec frustration pourquoi Harald leur a envoyé des lettres en premier lieu s'il pensait qu'ils n'étaient pas prêts. Mais Harald les surprend en révélant que personne de son bureau n'a envoyé de lettres, donc cela devait être un canular. Kin est donc déconcerté, se demandant pourquoi quelqu'un ferait une telle chose. Mais Harald, manifestement peu intéressé par les spéculations, leur dit que leur réunion est terminée et leur demande de partir. Mais Léon est tellement déterminé qu'il supplie pour une autre chance. Harald cède, disant qu'ils peuvent faire leurs preuves en réussissant un test. Pour obtenir la reconnaissance en tant que clan, ils doivent vaincre une bête spécifique. Et quand ils demandent quelle est cette bête, Harald révèle que c'est un dentalion télépathe de la mort abyssale 8. Bien que momentanément surpris, Kin dit à Léon de ne pas hésiter, car s'ils veulent continuer en tant que chercheurs, ils devront finalement faire face à de tels défis. Alors, Léon accepte résolument la tâche. Mais ensuite, Harald ajoute un autre rebondissement. Le test sera une compétition. Une autre équipe, dont la candidature a également été rejetée, a demandé une seconde chance, et Harald a décidé qu'une seule équipe serait reconnue comme un clan. Ainsi, le groupe qui accomplirait la tâche en premier obtiendrait la reconnaissance. Et alors qu'Harald termine son explication, les portes s'ouvrent et Noël entre dans la pièce, choquant Kin et Léon lorsqu'ils réalisent que leurs rivaux sont Blue Beyond. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.